Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ce matin. Nous sommes bien sûr le lundi 12 juillet 2021 et c'est un plaisir de vous savoir encore nombreux devant votre petit écran, mais surtout au rendez-vous de 10-12. Le Zénith qui commence à l'instant en compagnie bien sûr de la grande équipe. Nous irons encore très loin ce matin en absence bien sûr de Dominique Audrey, très malade depuis un petit moment et nous en profitons rapidement pour lui souhaiter notre soutien justement et surtout prompt rétablissement qu'elle nous retrouve très vite. Nous allons bien sûr le dire, l'actualité bat son plein, le Cameroun est en mouvement, la toile n'arrête pas depuis hier matin de dire justement son expression, particulièrement sur le voyage du chef de l'État qui a été fait hier en direction bien sûr de l'Occident, de l'Europe en réalité, mais pour quelle destination finalement? Beaucoup de voix se lèvent, beaucoup de Camerounais pensent que le président camerounais ira encore loger dans les jours prochains à l'hôtel intercontinental, notamment à Genève, et attention, la diaspora camerounaise dit-elle aujourd'hui être prêt à aller aller à nouveau lui adresser un petit bonjour. Comment comprendre le regard que l'on porte bien sûr sur cette attitude de la diaspora camerounaise? Peut-on encore au moment où nous parlons parler bien sûr de la protection de l'image du Cameroun? Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Nous en parlerons pendant cette édition. Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kenji, Isabelle Carroz-Zoupet, tous les quatre unis pour la même mission, vous servir jusqu'à midi. Charles Amel, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonbon Bengan Kenji, plaisir en même temps de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir. Bonjour, bienvenue Bonbon. Bonjour Monsieur Nkachou Numba, bonjour à nos chers téléspectateurs. Isabelle Carroz-Zoupet, vous allez bien ce matin? Bon début de semaine à vous. Merci Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Bonjour. Alors, on l'a très bien dit, Dominique Audrey un tout petit peu malade. Elle ne sera pas avec nous ce matin, on espère qu'elle nous retrouvera demain. Voilà. Eh bien, parlons bien sûr, madame, messieurs, de l'interactivité qui existe entre vous et nous. Vous le savez, allez nous écrire, laissez-nous vos commentaires et vos avis sur notre page Facebook, Equinox TV, parce que l'émission là-bas est en live, ou encore, il y aura tout à l'heure un numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous votre commentaire à travers les sujets, mais surtout l'histoire de ce matin, que vous avez la lourde responsabilité de nous raconter, Isabelle Carroz-Zoupet. Alors, l'histoire de ce matin, je m'y prête justement, les autres n'étant pas là. Alors, on parle de l'histoire de Roméo ce matin. Roméo qui a donc fait parvenir son histoire donc, au forum donc, du Zénith pour faire savoir ceci. Il est marié avec sa femme, tout se passait pour le mieux, mais à un moment donné, comme dans tous les couples, il y a eu des situations tellement compliquées à gérer. Il n'est pas revenu sur l'objet de la séparation. Dans tous les cas, il s'est séparé avec cette dernière, avec son épouse. Ils ont divorcé. Et peu de temps après, il s'est remarié avec une autre, voilà, qu'il a justement, officiellement, encore légalement, ils sont unis. Mais ce qui se passe, c'est que quelques années après, il se rend bien compte qu'il est encore amoureux de son ex-compagne. Il est donc allé vers cette dernière, compter fleurette et tout. Et justement, la dame fait savoir que c'est compliqué pour elle, c'est difficile pour elle de revenir sur ses pas. Encore qu'il fait savoir à cette dernière que, justement, il revient vers elle, c'est pas pour une relation clandestine, c'est pour une relation justement solide et tout et tout. Et la dame, justement, de dire comment est-ce qu'elle peut être madame aujourd'hui et demain se retrouver en train d'être la Njomba ou encore la petite de son mari, elle aussi qui est tellement bouleversée et qui fait savoir tout de même qu'elle aime encore ce dernier, mais c'est dur pour elle de pouvoir accepter dorénavant un tel poste ou encore un tel statut vis-à-vis de celui qui hier a été son époux. Voilà, une histoire particulière quand même, Isabelle Carroz-Zoupet. Eh bien, on peut être femme au foyer, on peut être marié, il y a eu divorce, vous partez, l'on va quand même se remarier, et il revient vous revoir par la suite. Que vous soyez sa maîtresse. Bah, même s'il y a eu quoi. Les hommes sont formidables, bon, Bengal. Non, mais le mariage ne finit pas. Non. Voilà. Franchement. Voilà. Franchement. Le mariage ne finit pas. Franchement. Ça veut dire quoi concrètement? Et ça veut dire... Il va et revient. Qu'est-ce qui l'empêchait de la garder au départ? Nous vous rappelons toujours que l'anneau que vous mettez au doigt, le papier qu'on vous donne à la mairie, l'engagement que vous prenez devant le prêtre ou le pasteur ne servent à rien. Ne servent à rien. Lorsqu'on a doté une femme, elle est votre femme, par principe,
Vous ne pouvez pas rembourser la dot, puisque la cola et le vin que j'ai bu, est-ce que je peux renvoyer ça? Je ne peux plus. Donc le mariage est scellé. Et ça m'amuse également lorsque j'entends certains pasteurs et prêtres dire souvent, on ne peut pas défaire ce que Dieu a uni. Bien. Et que le mariage est une institution divine. Très bien. Mais comment ça se décline donc dans le vécu des mariés? Justement, c'est ça, ça se décline en s'inspirant de nos us et coutumes. C'est-à-dire que lorsque je mange, je dis, ma fille, je bois, tu dis 3 fois. Je pose la question, je mange la cola, je bois le vin. Ma fille boit, elle fait boire à son fiancé. Son fiancé boit, ainsi de suite. Voilà, on a scellé. Nous avons mangé. Quand vous allez là-bas à la mairie, vous terminez, vous vivez. Après, non, papa, ça ne va pas, on a divorcé. Divorcé quoi? Donc il peut aller revenir parce qu'il estime qu'il l'aurait épousé. Il n'y a pas de divorce, il peut avoir... Mais ils ont divorcé. J'ai dit que les conneries que vous avez introduites dans la vie de famille, c'est ça qui est venu disloquer nos familles aujourd'hui. L'état civil, on était à la mairie, on a mis l'anneau ici, vraiment, les femmes mariées mettent souvent ici, vraiment, il faut savoir. C'est ça, ce sont ces artifices-là, en fait, qui désagrègent même l'institution du mariage. Si l'institution du mariage est divine, ça veut dire que le Père qui représente Dieu sur vous, sur terre, donc vos parents, parce qu'on dit honore tes parents, donc le Père et la Mère qui représentent Dieu, et donc vous, ils ont déjà unis, ils ont mangé. Vous allez divorcer, pourquoi? Ça doit être là. C'est pour vous dire qu'en fait, que lorsque vous vous engagez dans l'institution du mariage, on supporte le haut et le bas. Maintenant, il peut avoir des problèmes, par exemple, votre mari devient sorcier, on ne le savait pas, ou votre époux devient ceci. Bon, il peut avoir des commodités. Et là, les deux familles se réunissent et constatent les choses. Mais pour l'histoire concrètement, c'est des occidentalisés qui pensent que parce que monsieur voulait voir le match de la Champions League, madame voulait voir Novella. Bon, non, incompatibilité, mais on part en divorce. Voilà. Mais attendez. Mais est-ce que la femme, justement, puisqu'il y a eu au départ acte de divorce, devrait valider le retour de son mari et que ce soit considéré comme sa maîtresse? Comment vous comprenez ça? Non, ici, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Ouais. Mais c'est pour montrer, j'allais dire, la fragilité de ce que vous appelez aujourd'hui les engagements auprès des institutions, et d'abord étatiques, la mairie, et religieuses que vous faites. C'est fragile. C'est que ces institutions-là n'intègrent pas le sentiment qu'il y a entre les deux familles qui ont mis leurs enfants ensemble. C'est ça qui est en jeu ici. La femme elle-même aime son mari. Donc en fait, les deux constatent par la suite, pourquoi elle peut apporter l'histoire? Oui, elle aime son mari. Puisque l'histoire ne nous a pas dit que quand j'ai fait des propositions, elle a refusé. Donc les deux sont dans une situation telle que ils n'ont pas su gérer les contraires. Le mariage, c'est la gestion des contraires. Si vous voulez, vous parlez des contradictions, on peut parler des contradictions, mais en fait, c'est des contraires. La gestion des contraires. Quand vous ne savez pas faire ça, les familles qui vous ont mis ensemble vous accompagnent jusqu'à maturité. Très bien. Donc, c'est toute la construction. C'est toute la construction justement qui devrait. Vous voyez, c'est l'idéal d'une réelle construction. Comme le monsieur s'est déjà engagé avec une autre femme, il ne peut plus. D'accord. Il ne peut plus prendre l'autre pour épouse. Mais accepter être comme Djomba, ça aussi, c'est un moment. Sinon, ça va apporter la guerre et des choses inimaginables peuvent venir, la sorcellerie peut entrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, vraiment, monsieur, vous vous êtes précipité à demander le divorce, vous vous êtes remarié, restez avec votre nouvelle chérie. Là, vous restez de votre... Isabelle Caron, justement, l'histoire telle que racontée, qu'est-ce qu'on peut dire à cette deuxième femme qui au départ était la première? Peut-elle justement se dire, puisqu'il revient et veut faire de moi justement sa maîtresse, je vais le reconquérir et reprendre ma posture de première femme? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je trouve que c'est sadique.
C'est dur. C'est-à-dire pour qui? Pour l'homme? Pour l'homme, le comportement qu'il a vraiment, c'est assez bas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il veut utiliser cette femme à sa guise, qu'il veut faire d'elle ce qu'il veut et qu'il peut la torturer comme il veut. Ce sont des choses que moi particulièrement je condamne. Une femme a été avec vous, vous étiez officiellement mariés, vous viviez votre union. Et puis voilà, dans les couples, ça ne manque pas justement qu'il y ait ces contradictions et tout. On met un point final à notre union, c'est-à-dire qu'on va justement jusqu'à ce qu'on décide de divorcer. Maintenant, revenir par la suite. Monsieur, par la suite, n'a même pas perdu le temps. Il s'est remarié. Ça veut donc dire que la chute dans notre foyer, c'était parce qu'il y avait peut-être une autre femme dehors. Il voulait donc vite m'évincer pour pouvoir être avec celle-là. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il voudrait que je sois Sanjomba. Est-ce que, ou encore sa maîtresse, entre guillemets, ou encore à être cette femme qu'il aura dehors et tout. Michel Ngachou, vous ne voyez pas que vraiment là, c'est même plus que tuer quelqu'un. Une femme qui a été la vôtre. Vous avez divorcé avec elle. Vous avez vite fait d'aller vous remarier. Aujourd'hui, vous venez encore compter fleurette à cette dame et lui dire comment vous l'aimez et tout. Vraiment, elle peut être là où elle est et vous pourrez gérer une très bonne relation. Croyez-vous qu'il y a un manque chez cet homme? Non, en fait, c'est qu'il fait un constat. Mais il fait le constat trop tard. Il constate que celle qu'il a épousée, vraiment, n'est pas ce qu'il pensait. Et qu'en fait, sa première femme a toujours été à la hauteur de ses attentes. Maintenant, il n'y a plus moyen de pouvoir gérer ceci ou cela. Il s'emballe et il revient la voir pour dire écoute, vraiment je t'aime et tout ça. Vraiment, quand on décide de claquer la porte, il faut vraiment claquer la porte. Et quand vous voulez prendre certaines décisions, ne prenez pas ces décisions parce que votre mère a dit, parce que vos voisins ont dit, parce que vous vous êtes dit non, je suis ceci, je suis cela et tout. Parce que en ce qui concerne les questions de mariage, ce sont des questions extrêmement sensibles. Et lorsqu'on parle même de divorce, il faut remuer sa langue par 10 fois pour prononcer ce mot. Vous avez divorcé avec elle, alors vous assumez. Vous assumez simplement. Vous avez divorcé avec elle et vous avez vite fait d'aller vous remarier. Aujourd'hui, vous voulez que votre femme d'hier soit votre maîtresse aujourd'hui. Alors, si cette dernière, je veux dire la femme en réalité, qui était la première, est-ce qu'elle ne peut pas, est-ce qu'elle n'a pas d'autre stratégie pour se repositionner? Est-ce que... Qu'est-ce que vous, femme, vous lui dites? Qu'elle le mette de côté? Bon, moi je lui dis... Puisque bon, on disait là qu'elle est aussi, elle semble très amoureuse de son homme aussi. Moi, on peut comprendre que vraiment, il y a toujours... ces petits frissons, qui est toujours peut-être ce petit amour qui sont peut-être en elle. Mais moi, je dis que ce sont les choses qu'elle doit faire tarir. Mais l'histoire nous dit pas ça, s'ils ont des enfants ou pas. Hein? Ils ne sont pas revenus peut-être sur le fait des enfants ou pas, parce qu'en même temps, ils sont en train de parler de leurs émotions. Ouais. C'est-à-dire que le fait qu'ils s'occupent des enfants, quoi que ça n'a rien à voir avec leurs sentiments qu'ils partagent. Mais moi, je crois que la femme doit c'est peut-être dur et tout, mais il faut qu'elle s'abstienne de retourner avec ce dernier. Parce que s'il aimait vraiment, il ne serait jamais allé jusqu'au stade du divorce. Ouais. Et en plus, il ne se serait pas remarié. Mais ça peut dépendre bien sûr du problème fondamental, qu'ils les mettent tous les deux justement aux antipodes. Alors, si à un moment donné, il y a une raison qui a voulu que les deux puissent se reparler, oui. Ben maintenant, est-ce que cette femme ne peut pas plutôt penser, je la pose comme ça la question bêtement, à se dire, ben, j'étais la première, on a divorcé, il s'est remarié, il revient, je peux être la deuxième. Donc, vous étiez première femme. Je pose la question. Aujourd'hui, vous finissez deuxième femme. Oui. À la fin, vous allez finir 8e femme. Quand on est une femme, on fait quand même tout pour préserver une certaine valeur, une certaine dignité. Ouais. Donc, je ne crois pas que parce que monsieur vous a laissé, ce sera la fin du monde, ce sera l'apocalypse, quoi que ce soit, ou ce sera le déluge. Oh que non. S'il revient vers vous, vous lui dites, vous êtes passé à autre chose, parce que lui, il a fait. Il est passé à autre chose, il s'est marié, mais qu'il assume le choix qu'il a fait. Pourquoi les hommes manquent parfois de courage pour pouvoir vraiment assumer leurs décisions, assumer leurs choix? Tu assumes ton choix, mon ami. Ça te brûle ou ça te brûle pas, tu l'assumes. Tu m'as mis de côté, tu as épousé notre femme. Aujourd'hui, tu veux que je sois une relation extra-conjugale et tout. Je me retrouve pas dans cette posture. Quoique Mbombo tout à l'heure nous a fait savoir que le mariage ne finit pas, Isabelle Carole. Non, mais on sait qu'il y a le mariage et il y a le divorce. Quand on parle de divorce, ça veut dire que c'était bon. On arrête tout. Et voilà, terminer la relation. Cher Lamel, est-ce qu'on peut dire que même si le mariage ne finit pas, il y a une éventuelle réparation de cette histoire? Qu'est-ce que vous en dites? La femme peut se retrouver? Elle peut se repositionner? Que les hommes apprennent à considérer les femmes, à les respecter comme il se doit. Laissons Charlamel, il a la parole, Isabelle Carole. Il donne son avis. Qu'est-ce que vous en dites, Charlamel? Alors, je cherche à comprendre depuis l'histoire, je ne la comprends pas. Parce que jusqu'à présent, on ne m'a pas parlé de chef de famille, on ne m'a pas parlé de famille. On parle de deux individus. Deux individus qui représentent quoi? Rien.
il ne représente rien. La famille dit quoi? Et ça nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui, où nous avons trop de jeunes qui prennent sur eux de vivre le mariage, de s'engager dans le mariage, plus par l'émotion, plus par des envies, que par la nécessité d'être heureux, de se sentir heureuse dans un foyer. Raison pour laquelle, vous voyez, les parents aujourd'hui ont adopté une attitude de béni, oui, oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est celle que j'ai choisie comme bon pour dire mon cas a flashé. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, je la prends. Lorsqu'on arrive à ceci qui a un souci, qui va s'exprimer? Le père observe. Tu as voulu faire le choix, assume. Maintenant, il y a rétro-pédalage. Ça suppose que l'homme ne sait même pas ce qu'il veut. S'il se rend compte que ce qu'il désire se retrouve disséminé en deux femmes, il y a une qui s'est donné le plaisir de la chair et l'autre qui s'est donné le plaisir de la cuisine, eh bien, il opte pour la polygamie, très simplement comme nous. Et qui va accepter? Il opte pour la polygamie. Et qui va accepter? Très simplement, c'est-à-dire toi je t'aime parce que tu ne peux pas bien, toi je t'aime parce que ça, c'est très simple. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous avez des gens qui vivent sclérosés, vous avez des gens qui donnent l'impression d'être heureux alors qu'ils sont meurtris dans leur chair, et ça donne lieu à tout ce que nous voyons là aujourd'hui dans la ville. Donc, M. Michel Gachou, on dit que le mariage ne finit pas. Quand je dis mariage, je ne parle pas de concubinage, je ne parle pas je dis le mariage, une fois que vous avez doté, une fois que vous êtes passé à la mairie, une fois que vous avez eu des enfants, Monsieur Michel Gachou, s'il y a deux de ce côté, au nom des enfants, vous serez. Absolument. S'il y a malheur, au nom de votre enfant ou de vos enfants, vous y serez. Donc, ça ne finit pas. Lorsqu'on a déjà pris un engagement de faire un enfant, on est déjà unis, qu'on le veuille ou non. Maintenant, la suite, et là je vais le dire. Hein, vous ne validerez pas s'il y a eu une séparation, quoi qu'il y ait eu des enfants, est-ce qu'on se donnera encore le toupet de revenir? Je ne parle pas, Monsieur Michel Gachou, je ne parle pas de sexe. C'est vous qui voyez le sexe. Non, quand je dis le mariage ne finit pas, ça veut dire que Monsieur Michel Gachou, il y a des obligations, c'est pas sexuel. Le fait d'aller assister à un deuil, parce que c'est votre enfant, on ne saute pas le deuil, vous devez être au deuil, ça ne veut pas dire qu'il y a sexe, non. Et c'est dans ce sens que toutes les femmes qui réfléchissent comme ça se retrouvent à gauche. Elles se retrouvent à gauche à créer plus de problèmes dans leur foyer qu'à arranger. Au contraire, lorsque vous savez, parce que là le drame c'est que le monsieur se rend compte qu'il aime encore sa première femme. Ça suppose que celle qu'il a épousée, il a épousé par précipitation. Vous savez, je vais vous dire, vous avez des gens, lorsqu'ils décident de se marier, ou il est marié avec une femme, la femme commet des gaffes, des produits, dit que bon, on se sépare. Ses amis lui disent que non, mon frère, tu laisses le vide là, pourquoi? Dis, on cherche une femme, tu mets à la maison. On a souvent vu ça, ou à la mairie, la femme n'est pas là, la première qui arrive, il dit que on vient ici dans celle de mariage. Voilà, donc il peut avoir commis ce choix, il se rend compte que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce problème devait être réparé. On n'a pas mis les familles devant, les familles ne sont nulle part. Qu'il rend, et même s'il y a une démarche de réconciliation, ce n'est pas lui qui va la faire, c'est la famille qui va la faire. Vous épousez ce point de vue, Isabelle Carole? Charles Hamel, vous croyez qu'il a raison dans cette logique? Elle peut quand même se retrouver en tant que femme de cet homme, parce qu'en réalité, s'il y a eu mariage coutumier, fondamentalement, le mariage n'est pas terminé. Le mariage est terminé du moment où on dit qu'il y a divorce. Si on dit qu'il y a divorce, souvent, ça veut dire sur que... Quel plan? Le plan civil ou le plan sur tous les plans, pour moi, sur tous les plans, vraiment, il n'y a plus rien entre vous. La preuve, il s'est remarié, ça veut dire qu'il n'avait plus aucun lien avec moi. Il avait une certaine liberté. Mais on peut rembourser cette dot. On ne peut pas le boire. Même si vous faites vos méthodes occidentalisées, on ne peut plus boire le vin sur elle. On ne peut plus faire d'assises. On peut rembourser la dot de ce. Je dis qu'on ne peut plus faire d'assises. Arrêtez ces histoires de contournement que vous faites. On ne peut plus faire d'assises sur elle et sur sa tête. On fait une fois. Après une fois, ça s'arrête. Donc si on rembourse, on se demande que ça d'ici là va chez l'autre. Alors, dans tous les cas, et dans ce cas, Isabelle Carole, vous, à la place de la femme, vous vivrez comment? Je parle de vous personnellement. Moi, j'aurais du mal à vivre une telle relation, Michel. Avec que me retrouver en train de voler celui qui a été mon mari
qu'on assume. Il s'est laissé aller dans cette précipitation-là. Oui. Mais c'est bien fait pour lui. Bien fait pour lui parce qu'il n'a pas suivi la raison. Il a plutôt été animé par certaines choses ou encore par certaines personnes ou encore par certains membres de la famille qui estiment que non, vraiment Isabelle, il faut la mettre de côté, il faut aller prendre telle autre personne, elle est mieux, peut-être que tu as fait des garçons, peut-être que tu as fait ci, tu as fait ça et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, maintenant, il a du mal à gérer parce que ce que les gens oublient, c'est qu'au-delà de ce que le mariage, c'est pas deux personnes, il y a la famille et tout ce qui va avec, on n'oublie pas que c'est vous deux qui êtes là-dedans. C'est vous deux qui gérez cela. Oui, c'est vous deux qui êtes dans la chambre, ça se passe là-bas aussi. Ah oui, c'est un endroit hyper important. Donc, quand ils finissent de dire tout ce qu'ils ont à dire, c'est vous qui venez le soir vous coucher et qui attendez d'avoir une compagne à votre lit. C'est vous qui rentrez le soir et qui avez besoin d'avoir un plat chaud sur votre table. C'est vous qui rentrez le soir et qui avez besoin d'être accueilli. Donc, avant de prendre une décision, tenez compte de tout ça. C'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, Isabelle Carole, à l'entendre parler, on dirait des femmes qui rémunéreraient bien sûr certaines vengeances et qui sont fières de voir l'homme vivre cela. Comment réparer, comment concilier, comment éduquer la société à éviter de tels dérapages? Justement, il ne faut pas se précipiter. J'ai dit tout à l'heure, les gens utilisent les expressions « le mariage est une institution divine » sans savoir ce qu'il y a dedans, sans connaître le contenu. Il faut donc savoir que si vous mettez Dieu devant, essayez un temps soit peu mettre ses principes à l'action. Oui. Et là, vous serez heureux. Être heureux, ça veut dire qu'en fait, supporter les désagréments de l'autre. Je dis bien supporter. Et on ne supporte que ce qui est mauvais. Donc, je ne comprends pas ce français où on supporte ce qui est bien. Quand ce qui est bien, on ne supporte pas. Donc, ici, non. L'homme a quand même s'est précipité. Je le condamne, comme je l'ai dit. Je le condamne. Je le condamne, s'est précipité. Donc, il aurait pu commencer à négocier peut-être le changement de régime matrimonial. Ouais. Régime matrimonial. Et là, c'est même ta belle-mère qui t'aide. Voilà, c'est pour ça que tu ne vois pas la femme. Oui, oui, tu dis à ta belle-mère que comme tu vois, j'ai eu un enfant là, mais je ne sais pas, j'ai oublié même le nom de ta fille, vraiment, je ne veux pas que, voilà, ta belle-mère commence à voir, tu changes de régime matrimonial. Si elle n'est pas réceptive, la belle-mère, qu'est-ce qu'on fait? On la convainc, c'est ta belle-mère. Mais quand un homme ne peut pas convaincre sa belle-mère, ça veut dire alors que c'est un mauvais beau-fils. Ouais. Puisque ta belle-mère vient remplacer ta maman. C'est ta femme qui s'occupe de ta maman. Mais toi, tu t'occupes de ta belle-mère. Tu dois la convaincre. Donc, changement de régime matrimonial. S'il n'a pas pu, bon, qu'il assume. Il assume qu'il... Maintenant, on se rend compte qu'il sera malheureux. Mais tant pis pour lui. Je demande à cette femme qui est partie de rester. Parce que l'autre chose aussi, je l'ai vu à plusieurs reprises, pour nous, les familles qui se respectent. J'ai vu un vieux, c'était en 2018, il est décédé. Il a dit à son fils qui était divorcé avec sa femme, il a dit à sa femme, j'ai appris que vous avez divorcé. Lui, il a dit, papa, oui, mais sache que on t'enterrera à côté de moi. Donc, parce que le papa là était monogame, Oui. et sa femme était décédée avant. Oui. Et il a dit, montez là où on va creuser ta tombe, l'enterrer. Il a dit à sa belle-fille qui avait pourtant divorcé de ton fils, on t'enterrera à côté de moi. Ici, ma femme sera ici, tu seras de l'autre côté. Comme pour dire, Ouais, reviens à la maison. Oui, tout à fait. Et Non, pas reviens. non, pas reviens. Ça veut dire que c'était moi à qui on t'a donné. C'est moi qui suis venu demander ta main. C'est à moi que ta famille m'a remis. Donc, tu resteras ma belle-fille. On va t'enterrer à côté de moi le jour maintenant. Et c'est comme ça se fera comme ça. Il faut dire à toutes les femmes qui nous écoutent qu'on ne dote pas deux fois. Arrêtez de penser que quand on dit rembourser la dot, quand on ne revient plus se réasseoir pour dire que tel est venu, non, on fait le remboursement de la dot. Tu sors de là où tu étais, tu peux entrer dans l'autre maison, on ne repasse plus faire une assise. Il n'y a plus d'assise parce qu'on a déjà bu sur ta tête. Tous ceux qui font les 2 fois, les 3 fois, vous voyez comment ils finissent avec le ventre gonflé. Ils ont le ventre, ils finissent avec le ventre gonflé. On ne joue pas avec ces choses. Lorsqu'on a déjà doté, si on a respecté le rituel de la dot, Ouais. on a doté M. Michel Ngachou, celui qui a mangé, parce que ce qu'on met là pour la dot, on partage. Chacun a un peu dans son ventre. Voilà. Chacun, donc, si vous retombez d'accord en vomissant, la colère de celui-là vous prend tous. Donc, Isabelle Carole, une fois qu'on est doté, c'est votre C'est femme. parti. Même si vous vous remariez demain, celle-là décède, c'est dans votre concession qu'on va l'enterrer. Absolument. Et on va l'enterrer à côté de votre mari. Donc, vous serez monogame vivante et polygame dans la mort. Merci Chalamel, mais j'ai envie de dire quand même que lorsque c'est terminé aussi. Hein.
Parce que lorsqu'on tourne le dos, vraiment, il faut tourner le dos. Officiellement, c'est pas. Vous voyez le sexe. Il y a des gens Non, pas le qui ont fait sexe. des enfants. Non, pas de Il y a sexe. des gens qui ont fait. Ils se sont séparés. Quand Mais c'est ils se terminé, voient pas. quand c'est terminé, c'est terminé. Quand c'est terminé, à un moment donné, donnez-vous justement, je pense, je peux me tromper, donnez-vous quand même les moyens de tourner complètement la page. S'il y a des enfants, effectivement, ensemble, on verra ce qu'on peut faire pour les enfants. Mais dites-vous simplement que il y a des réalités, il y a des choses qu'on n'accepte pas et qu'on ne supporte pas. Voilà. Bon, c'est peut-être vu sous le prisme de l'occidentalisé, mais simplement, voilà. Allez, on va poursuivre, madame, monsieur, laissez-nous vos commentaires, vos avis également. On vous l'a très bien dit, un numéro tout à l'heure s'affichera au bas de l'écran. Allez nous laisser votre SMS ou vous abonner sur la page Equinox TV. Là-bas également, nous vous lirons. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des huissiers en attente de charge dans ce pays. Y a-t-il des professions bénies ou des professions maudites dans ce pays? Je m'interroge sur l'attente décennale de charge par bon nombre d'huissiers frôlant déjà l'âge de la retraite dans ce pays. Où se trouve le problème? Pourquoi le dossier des huissiers n'est pas porté à l'attention de cette institution, notamment la primature ou encore la présidence de la République depuis 1994? Savez-vous que la dernière organisation de l'examen de fin de stage d'huissier de justice date de 21 ans dans ce pays? Disons-le, la dernière session a eu lieu les 21, 22 et 23 novembre de l'année 2000. Comment comprendre le fait que l'acte présidentiel donnant des charges à ces mendiants de la justice ne soit jamais arrivé depuis bientôt 27 ans? Depuis 27 ans, il y en a qui attendent les charges avec le certificat de fin de stage en poste ou en poche. Lors de la rentrée solennelle de la justice en 2021, le premier président de la Cour suprême, de même que le procureur général auprès de la dite institution, ont rappelé que la non-exécution des décisions de justice faisait le nid de l'injustice et décrédibilisait la justice camerounaise. Comment le cas de non-exécution de cette décision ne vont pas foisonner si les huissiers de justice à qui revient cette phase de la justice sont devenus des laissés pour compte? Aujourd'hui, en 2021, les chiffres actualisés avoisinent les 500 charges à pourvoir et seulement 186 dossiers d'attribution en attente. Ceux qui attendent depuis 27 ans sont issus de la promotion de 1994. Ceux qui attendent depuis 25 ans sont issus de la promotion 96 et ceux qui attendent depuis 21 ans sont issus de la promotion 2000. Le Cameroun comptabilise 350 charges d'huissiers de justice vacantes, 150 huissiers ayant atteint la limite d'âge pour la retraite toujours en fonction, 186 dossiers introduits pour l'attribution de charges. Savez-vous que près de 152 huissiers ont déjà traversé l'âge de 60 ans sans pour autant bénéficier d'une charge? Voilà où et comment se résume l'état des lieux de la situation des huissiers de justice au Cameroun. Savez-vous qu'à ce jour, ils sont nombreux qui sombrent dans le désespoir, attendant l'enfant de cirage, le fameux décret présidentiel? Savez-vous que dans la douleur et la durée de ce combat, certains sont morts ou ont perdu leur titulaire et donc ont du mal à exercer, à gagner leur vie? N'ayons pas peur des mots, plus d'une soixantaine d'huissiers stagiaires et huissiers en attente de charge sont décédés faute de soins à cause d'un manque de moyens financiers. Savez-vous qu'un bon nombre de ces huissiers de justice ont prêté serment depuis 1994 et n'attendent que le décret présidentiel qui leur donnera la possibilité d'exercer pleinement? Savez-vous que ceux n'ayant pas de charge sont obligés de travailler pour le compte de leurs confrères titulaires de charges, sans toutefois oublier de préciser qu'ils ne pourront jamais
signe un procès verbal de constat par exemple, il se retrouve à avoir, ou mieux, à être payé en monnaie de singe. Que dire alors des erreurs matérielles constatées dans le décret présidentiel? Savez-vous que beaucoup d'huissiers se battent désormais pour trouver de l'argent et aller à la Lao School d'Abuja au Nigeria, espérant avoir un diplôme international qui leur permettra de naviguer tranquillement sans plus avoir à attendre le fameux décret au Cameroun. N'ayons pas peur de dire que les dossiers des huissiers de justice sont enterrés au ministère de la Justice, à la primature et peut-être encore à la présidence de la République. Voilà comment on se retrouve à vivre dans ce pays. Voilà à quel niveau on se retrouve finalement à réfléchir en se disant, bon Dieu, les huissiers de justice sont des laissés pour compte. Finalement, que dire des simples justiciables lorsque les acteurs même de la justice sont autant victimes de l'injustice? Ils sont très nombreux également aujourd'hui à se demander qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Depuis 1994 quand même, que l'État du Cameroun ait choisi délibérément de ne pas restituer les huissiers de justice dans leurs droits, dans la globalité, et se demander qu'est-ce qui peut bien se passer aujourd'hui au niveau du ministère en charge de la justice, qui en réalité devrait réévaluer ses effectifs, revoir en même temps ses besoins, mais surtout permettre aux huissiers de justice de jouir véritablement de leurs différents engagements. Alors, on nous parle quand même de près de 152 qui sont à plus de 60 ans, donc ils sont en chemin pour la retraite, quand on sait qu'il y a plus de 186 dossiers en attente et surtout 150 qui sont en voie d'être des retraités. Que restera-t-il au Cameroun en matière d'huissier de justice? Comment peut-on comprendre qu'un décret ne soit toujours pas mis en place pour permettre à ces derniers de s'insérer véritablement dans ce que l'on appelle au Cameroun la fonction de l'huissier de justice? Au forceps, peut-on dire que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui sont pour beaucoup ceux qui ne détiennent pas en même temps des agréments, des validations? Bon, Bengan, c'est un sujet qui revient ce matin, dire en même temps que c'est quand même problématique qu'aujourd'hui au Cameroun, qu'on ait un ministère en charge de la justice et qui fait semblant de ne rien comprendre de ces problèmes des huissiers de justice au Cameroun. Non, il ne fait pas semblant de ne rien comprendre. Il montre plutôt qu'il comprend bien, mais ne veut pas résoudre le problème. Il faut qu'on soit clair. Oui. Et je pense qu'un jour, je souhaite que Charles Hamel revienne sur la profession des greffiers. Parce que les premiers magistrats du Cameroun étaient d'abord des greffiers. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment les magistrats traitent des greffiers, alors là, n'en parlons plus. Non, pour les huissiers de justice. Donc, en fait, c'est d'agents de recouvrement de l'État. Le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, en fait, je ne parle pas principalement de celui qui est là. Ils sont nombreux d'ailleurs. Ceux qui se sont succédés oui. à ce poste-là font exprès. D'abord, l'État est un mauvais payeur. Il ne veut pas avoir de bons huissiers de justice pour aller demander à l'État, chercher des mesures pour que l'État paye. Vous ne pouvez pas me dire que nous avons 360 arrondissements. Il y a 187 arrondissements sans charge d'huissier de justice. Nous avons 150 huissiers de justice qui ont atteint l'âge de la retraite, sont pas remplacés. Il y en a même qui sont décédés. Il y a près de 200 dossiers qui sont introduits sans suite. Entre nous, on peut faire 25 ans, 27 ans sans un concours d'intégration. C'est quand même inadmissible. C'est pas possible. C'est un décret. Oui, c'est pas possible. Vous voyez, d'abord, au niveau des audiences dans les palais de justice, on a besoin des huissiers. Fondamentalement, le temps de poursuivre. Comment peut-on prêter serment en 1994 et qu'en 2021, qu'un décret d'application peine justement à être mis en place pour ces huissiers de justice au Cameroun? Va-t-on dire, Chalamel, vous dites, en attente de charge. Qu'est-ce qui se passe? Les magistrats, et bon, peut-être j'en parlais de celui qui est là, la justice, lui, les magistrats. Les magistrats, donc, par solidarité du corps, ils confortent la position des magistrats. C'est tout. On ne peut pas comprendre ça autrement. Maintenant, le magistrat prend une décision de justice. Qui va faire le recouvrement? C'est bien l'huissier, mais on ne veut pas faire en sorte qu'il se déploie.
C'est-à-dire, à un moment donné, on dirait que le renouveau, c'est le mauvais cœur ou quoi. On ne peut pas comprendre. Parce que voilà les gens qui ne viendront pas travailler chez vous. Ils veulent simplement que vous leur dites, puisque c'est la profession libérale, vous êtes installé dans tel arrondissement, vous êtes installé dans tel, bon, rien. Mais le drame également, c'est qu'il y en a 150 qui ont atteint l'âge de la retraite. Mais pour les remplacer, ça c'est de manière, j'allais dire, mécanique. Même ça, on ne peut pas. Il y en avait un à aider à, bon, je l'ai laissé. Et il pleurait même. Il a formé des bons, je ne sais pas son nom, mais ils vont le reconnaître. Il dit, mais je ne peux plus. Il a formé des enfants et tout, mais il a introduit des dossiers. Vous avez les vieux ici et là, parce qu'eux ne sont pas, comment je veux dire, ils ne s'accaparent pas des postes comme aujourd'hui. Et ils étaient dans la logique de la formation pour voir leurs enfants se déployer. Mais il était le bloc là. Il a dit, mais je ne peux plus. Il était obligé de rester à la maison. Pratiquement de laisser. Mais les autres n'ayant pas, j'allais dire, eu l'agrément, bon, le décret qui leur attribue les charges, ils ne pouvaient pas se déployer véritablement. Ils ne pouvaient pas aller opérer. Là, faudra toujours aller prendre la signature du vieux et la maison pour venir. C'est un choix justement du renouveau. C'est un choix politique qui plombe tout l'État du Cameroun et toute la société camerounaise. On a eu à entendre d'ailleurs aussi qu'il y avait des revendications en matière pécuniaire de ces huissiers de justice, les émoluments jusqu'au niveau de la justice, et les chiffres passeraient bien sûr à près de 200 milliards de francs CFA aujourd'hui. Est-ce que ce chiffre-là, ces revendications ne feraient même pas peur au renouveau précisément sur cette question? Mais et justement, et c'est pour ça qu'on a divisé le collectif qui s'est formé. On a divisé ce collectif. Ils avaient un président de ce collectif qui voulait justement aborder le problème. On a commencé à dire non, vous êtes tel, non, vous n'êtes pas ceci. Il y en a, on a pris un groupe pour aller en campagne électorale. On a pris un autre groupe pour aller faire ceci. Justement, mais on ne peut pas, je l'avais dit qu'on ne peut pas dédouaner l'État. 2 milliards, puisque ça s'accumule. Ça s'accumule, vous les appelez justement en disant, vous avez une ardoise qui remonte aujourd'hui à temps. Voilà comment nous allons procéder à éponger de cette ardoise-là et tout. Tout ça, c'est, j'allais dire, c'est un problème de dialogue, de discussion, de parvenir à un consensus. Mais ici, l'État du Cameroun, à travers le gouvernement, il fait preuve de mauvais cœur, comme on dit au quartier. Mauvais cœur, bon, Bengal, le mot mauvais cœur. Pourquoi on veut tuer les huissiers? Très bien. Est-ce qu'on ne va pas dire, Isabelle Carole, que ce serait une technique, bien sûr, du renouveau mis en place pour affamer ces huissiers de justice autant que le renouveau pourra le faire, et comme on l'a très bien démontré, on viendra vous prendre élément par élément pour vous faire asseoir et vous laisser croire justement que votre problème sera réussi et résolu. Comment peut-on vivre dans un pays comme le Cameroun, humblement, sans avoir des huissiers de justice? Puisque le Cameroun, on va dire aujourd'hui, on n'en a presque pas. Vous comprenez ça comment vous? Mais je comprends que c'est tout simplement la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Sinon, comment vous allez expliquer une telle situation ou parler de ce que vraiment on passe des années et des années sans pouvoir intégrer des personnes? Ça coûte quoi de les intégrer? Depuis 1994. C'est énorme. Là, on parle quand même de 26 ans, 27 ans par là. 27 ans. Voilà, 27 ans. 27 années. En 27 années, on a formé combien de personnes? S'il faut commencer par là. Ben, demandez aux gens de ne plus se former dans ce sens. Là, on sait que d'accord, au Cameroun, on a plus besoin du huissier de justice. Oui, parce qu'il y en a qui aspirent à cette profession. Absolument. Il y en a qui aspirent à devenir de telles personnes, huissier de justice, qui se forment pour ça, qui rêvent ça, qui veulent devenir ça. Donc, je crois que on n'a pas besoin de passer midi 14h pour comprendre qu'il y a un réel souci qui se pose. Mais aujourd'hui, on est tellement associé à la peur qui habite pas mal de personnes, de pouvoir parler, de pouvoir dénoncer. Parce qu'on ne peut pas passer 27 ans dans de telles conditions et ne pas pouvoir recruter des personnes. Et entre-temps, ceux qui sont même là n'ont même pas la possibilité de pouvoir prendre leur retraite, de pouvoir justement gérer ce temps comme il se doit. Mais eux aussi ont besoin de retraite. Eux aussi ont besoin de pouvoir passer la main. Il y a des moments dans la vie où on ne peut plus... le corps ou encore l'organisme ne va plus faire exécuter les choses de la même façon. Ça coûte quoi de demander à ces personnes de prendre la retraite?
Au-delà, mais comment Qu'est-ce qu'on comprendre veut aussi, faire? On veut garder un certain nombre de personnes. Mais comment- Voilà, c'est tout un réseau qu'on nous dit que c'est une histoire de réseautage. comment expliquer que malgré de nombreuses revendications, malgré des appels, pendant 27 ans après, que l'État du Cameroun, que le gouvernement, que le chef de l'État lui-même fasse semblant de ne pas entendre cette corporation s'exprimer sur la question des huissiers de justice. 27 ans quand même. Est-ce qu'on va dire humblement que Paul Biya a abandonné ces Camerounais qui ne demandent qu'à travailler et à être reconnus comme tels? Je crois qu'il les a abandonnés sous la sourde oreille parce qu'il n'y a pas eu une marche, il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu de mouvement peut-être par rapport à ça, parce que c'est souvent ce genre d'agitation qui cristallise beaucoup l'attention quand on écoute que, ok d'accord, on fait une demande peut-être à un préfet ou encore toute autre autorité pour dire ok, on a besoin d'une autorisation pour une marche et tout. Là on voit tout le monde sortir pour dire ceci ou cela, ou alors quand on voit les gens en train de manifester, là on va voir tous les différents corps d'administration qui vont justement faire des descentes sur les lieux pour dire non, stop à cela, ou encore peut-être une autre autorité réagir. Peut-être que c'est ça dont il a besoin pour pouvoir sortir de son trou, pour pouvoir s'exprimer, parce que ce n'est que ça, c'est que ce qu'on attend de lui, de pouvoir dire quand même un mot là-dessus, parce que garder le silence pendant cette année, c'est même minimiser les gens à la limite. C'est ne même pas voir ou encore considérer ce corps de métier. Pourtant, c'est les personnes qui ont suffisamment de place. Comment comprendre en même temps, de votre point de vue, que l'on est un Parlement, qu'on est des députés? Il faut toujours forcément les interpeller sur ces questions, que malgré les nombreuses plaintes pendant 27 bonnes années, que même les députés soient incapables de porter la question au niveau du Parlement et d'en faire un réel débat pour permettre justement à ces Camerounais de se réinsérer, monsieur Mbatou Chalamel. Oui, il faut dire que les députés ont interpellé. Je pense qu'il y a un député qui a interpellé les responsables sur la situation avant la clôture de la dernière session. Ils ont interpellé le ministre de la Justice sur la question de ces huissiers de justice. Mais il faut dire que, comme à leur habitude, on a su biaiser les différentes réponses, en oubliant que les huissiers de justice ne demandent pas une faveur, M. Michel Ngatou. Ils ne demandent pas une faveur, mais plutôt la mise en application des lois existantes. Ce n'est que des lois existantes qu'il faut mettre en application. Ils ne demandent pas que l'État ouvre un concours pour les recruter ou pour que l'on évoque des restrictions budgétaires. Non, ils demandent juste que des postes vacants créés par l'État soient pourvus. Donc voilà autant de choses que... Permettez-moi de vous lire un peu le décret de 1979. Parfait. Le décret numéro 79/448 du 5 novembre 1979, modifié par le décret numéro 85/238 du 22 février 1985, portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers, dispose que l'accès à cette profession est conditionné par l'obtention d'une licence en droit ou d'un diplôme juridique étranger reconnu équivalent. Selon l'article 7 de ce même décret, le candidat à la fonction doit suivre pendant une durée de 2 ans un stage dont l'organisation est fixée par le présent décret. Et l'admission à ce stage est décidée par un arrêté du Premier ministre, comme indiqué à l'article 8. Les huissiers stagiaires prêtent serment devant le tribunal de première instance du siège de l'étude. À la fin du stage, d'après l'article 10, l'huissier stagiaire subit un examen dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la Justice. Vous avez d'abord le Premier ministre, vous avez le ministre de la Justice, lequel examen est sanctionné par un certificat de fin de stage délivré par le même ministre de la Justice. C'est avec ce certificat en main que l'huissier peut alors constituer un dossier tout en prévoyant une caution qui se situe entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Alors, M. Michel Ngatou, calculez les 500 charges, ceux qui ont postulé, fois 500 000, vous êtes à combien? Tel qu'indiqué à l'article 18, à payer avant d'entrer en fonction au cas où son décret était signé. L'alinéa 6 précise qu'il faut être nommé par décret du président de la République et que toutefois, en cas de pluralité des candidatures pour un même poste, les dossiers des candidats seront soumis à l'avis de l'Assemblée générale de la Cour d'appel compétente qui classera les candidats par ordre de préférence. Voilà le texte qu'on demande d'appliquer. C'est pas grand-chose. Le décret du président vient à la fin. À la fin, on a l'arrêté du Premier ministre. On a le ministre de la Justice qui donne le certificat. Une fois que ce certificat, vous l'avez, vous payez vos 300, vos 500 000 francs, M. Michel Ngatou, vous attendez tranquillement à entrer en poste avec l'appel. Donc, le problème aujourd'hui, c'est dans le gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de la Justice. Mais ils ont tous payé d'abord. Ils ont tous payé cet argent. Vous payez d'abord.
300 à 500 000. Alors, regardez que vous venez à peine de sortir, vous êtes battu, vous avez 500 000. Multipliez 500 000 fois 500 personnes, 500 ici en attente, ça fait combien? Mais vous prenez d'abord l'argent. Vous prenez d'abord mon argent. Vous me dites, à l'attendre au quartier 27 ans. Je viens me coucher 27 ans. Pour une procédure. Vraiment. Il ne demande rien. Vous savez, je vais la procédure ne demande rien. Une fois qu'ils se sont acquittés, les dossiers sont classés, on envoie le président de la République. Mais attends, fais un décret. Le président de la République, quand même, chapeaute. C'est lui encore le tout. Il est premier en tout, M. Michel Ngatou. Et ce n'est pas un poste, ce n'est pas une profession qui vient empiéter sur l'avenir de vos enfants. Ça ne les empêche pas d'entrer à l'ENAM. Alors, expliquez-moi, M. Michel Ngatou, comment on peut se retrouver dans une situation où tous sont en règle, ils n'attendent qu'une seule. Vous avez des gens qui sont décédés. Vous savez que dans la charge d'un huissier de justice, ou si vous voulez son cabinet, permettez l'expression pour qu'on comprenne, vous pouvez avoir à l'intérieur 17 autres huissiers à M. Michel Ngatou. 17 autres huissiers qui sont sortis, qui sont sortis d'école, mais qui ne sont pas, ils n'ont pas de décret et tout, ils travaillent avec vous. Vous les envoyez comme vous voulez, vous les envoyez faire des missions. Vous connaissez comment on les paye? Même un catéchiste est mieux, M. Michel Ngatou. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque le titulaire meurt, j'en viens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce Lorsque le titulaire meurt, celui qui a la charge meurt et décède de M. Michel Ngatou, c'est terminé. Hein? C'est terminé. C'est terminé pour vous. Si quelqu'un ne vient pas, il faudrait considération pour voir comment. Il faut que le chef de l'État, par nous de décret, affecte quelqu'un. Pendant ce temps, vous devenez quoi? Alors, on se retrouve donc, là c'est il faut le dire, on se retrouve donc avec des gars que vous appelez Maître Ngatou. Et vient des chefs de justice, viennent constater. Ma femme a fui le foyer, elle n'est pas dans le foyer. Vous constatez, vous, en tant qu'huissier, mais parce que vous n'avez pas de charge, vous ne signez pas. Vous ne signez pas. Mais vous prenez l'argent, vous partez fabriquer des signatures. Mais c'est ça, c'est ce faux, on se retrouve dans le map avec un faux dans ce corps de métier, M. Michel Ngatou. Alors, goulot d'étranglement, ou lenteur administrative, ou... mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Et c'est ça que c'est comme ça, la procédure pour qu'un huissier ait sa charge est très simple. Très simple. C'est très simple. C'est très simple. Pas de mais puisqu'on n'y parvient pas, est-ce qu'on va accuser l'État d'arnaquer ce corps de métier? J'ai envie de dire oui. Si je vois le comportement de certains agents de l'État, même les policiers ou certains gendarmes qui se cachent derrière les trucs, au lieu de dire par exemple aux usagers, non, on peut prendre le taxi à 100 mètres de Carrefour, non, ils se cachent dans la foule. Quand le taxi vient d'arrêter, pour les 500, ça fait 250 millions. Oui, mais voilà, ils ont payé. Non, c'est de l'arnaque. On ne peut pas dire ça autrement. Mais c'est incroyable quand même. Allez, on va dire, le Cameroun a tellement de problèmes aujourd'hui. Et à chaque fois, on se tourne vers le peuple en demandant au peuple camerounais, sommes-nous conscients ou êtes-vous conscients du fait que le Cameroun a tellement de soucis? S'il faut commencer à penser à des résolutions, qu'est-ce qu'il faut, de votre point de vue, faire pour qu'on puisse en sortir aujourd'hui? L'état de ces huissiers de justice nous interpelle. Et interpelle d'ailleurs au plus haut niveau le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président du Cameroun en ce moment, mais qui quand même est aux affaires depuis 39 ans et depuis 27 ans n'est pas au courant de ces huissiers de justice. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment faire? Comment justement réinsérer? Mais qu'est-ce qui peut bien sûr empêcher le Premier ministre de prendre cet arrêté et empêcher bien sûr le ministre de la Justice à signer simplement ces documents et permettre que le décret d'application soit mis en place? Posons-nous de bonnes questions, madame, messieurs, mais surtout, cherchons des solutions. Voilà, bon retour à vous mesdames, merci encore de nous retrouver messieurs et bienvenue à ceux qui à l'instant nous prennent en repérage de l'endroit où vous êtes. Nous on vous salue humblement et nous vous souhaitons encore la bienvenue sur Equinox Télévision avec le programme 10-12, le Zénith. On le sait, la toile est en mouvement depuis hier, d'ailleurs on l'évoquera dans le cadre de la rubrique consacrée à la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carrozopel, le chef de l'État est hors du pays. Et bien hier encore dans la ville de Yaoundé, il y a eu un calme apparent, sorti bien sûr du Nomgui, comme on l'appelle habituellement, et on salue toujours la sécurité qui est autour de lui et qui fait un excellent travail. On en reparlera tout à l'heure, mais surtout les images qui défilent sur la toile, les propos des Camerounais qui se posent 1001 questions, et on reviendra certainement parce qu'il est le président des Camerounais. Les Camerounais ont le droit de se poser des questions sur leur président.
Allez, on va dans un instant prendre des messages, Isabelle Carozepé, de nos téléspectateurs. Et surtout, on va poursuivre l'émission convenablement, comme vous savez bien sûr le faire avec nous. Et on va, entre autres, vous rappeler que si vous êtes sur notre page Equinox TV, allez taper aussi, si vous êtes abonné sur Facebook, Dominique Audrey Oyengelek officiel. Laissez-lui bien sûr vos histoires, les problèmes que vous avez au quotidien, mais surtout faites short. Short veut dire rédiger, dites-nous l'essentiel et elle prendra la peine de vous poser des questions évidentes pour mieux comprendre vos différents problèmes et les ramener sur notre plateau, bien évidemment. Isabelle, les messages. Vous avez raison, ça se passe partout chez les huissiers, chez les notaires, chez les géomètres. Quand il faut recruter, les noms sont connus d'avance. C'est Camdem Modeste qui envoie cette réaction. Bonjour le panel. Vous semblez ignorer que ces huissiers de justice sont partis de la génération des sacrifiés des années 90 à 2000. Autre message. À l'heure de 96, on les a sacrifiés. Et ceux qui attendent depuis presque 5-10 ans, c'est encore les mêmes sacrifiés. C'est toujours des sacrifiés. On dit que c'est les années 90, oui. Il voulait dire que ça fait pas des professions sacrifiées. Peut-être. Bonjour à l'équipe du 10-12. Ce qu'il y a dans ce pays est lamentable. J'en connais qui faisaient partie de ceux de 94, qui sont décédés il y a 3 ans dans la misère sans mettre leur savoir en valeur après tant d'années sur les bancs. C'est notre valeur morale. Notre valeur morale a foutu le camp dans notre pays. Bonne continuation et que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour le peuple camerounais. Je suis Laure Fongan depuis Yaoundé. Bonjour le plateau. Par rapport à la colère, qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre au Cameroun qui ne comprend pas ce pays, vraiment ne comprendra jamais. Nestor depuis Bafoussam. Le pays de la mer, tu négocies pour avoir un concours, la famille vend tous les biens pour payer la formation. Vous finissez par mourir sans être intégré. Courage 237, c'est Casimir depuis Douala Lokpom qui envoie la réaction. Et c'est très pertinent parce que justement, quand on veut que l'enfant intègre ce genre de choses, on voit comment les familles, ce qui dit bien, vendent tous les biens pour payer la formation parce que ça coûte extrêmement cher. Et à la fin, vous attendez longtemps, vous mourrez même sans être intégré. Dire que l'État arnaque ses propres citoyens. Tout à fait. Incroyable. Imaginez donc ma promotion, combien sortent. On a 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006... 2008 jusqu'à 2021, combien de promotions sortent chaque année? Ils sont minimalement 500. Et ils payent. Ça rappelle l'époque où les gens ont lancé des concours. Vous savez qu'entre 2017 et 2016, autant pour moi 2018, on a lancé beaucoup de concours dont les résultats ne sortaient pas. Vous payez les frais d'études, de dossier, vous payez les frais de concours. Après vous attendez 2-3 ans le concours, les résultats ne sortent jamais. Donc je crois que c'est dans ce sens-là. Très bien. Isabelle Carole, nous vous écoutons. Pour la colère de Charles Hamel, je dirais que ce gouvernement est là pour tuer les fils et filles du Cameroun. Seul Dieu pourra nous sauver. Prince Roger de Babou qui envoie le message. De Babou. Oui, parlant de B-A-B-O-U. Oui. D'accord, bonjour là-bas. Autre réaction, parlant de l'intégration des huissiers qui tarient dans l'ombre, cela n'est pas le problème de l'État car le gouvernement l'intéresse des corps pour lesquels il trouve son intérêt égoïste. Est-ce que ce traitement peut être attribué dans l'armée? Non, pas du tout. Que dirons-nous également des médecins qui sont formés, ne sont pas recrutés et ainsi se retrouvent expatriés? Au fait, c'est un manque criard de la volonté gouvernementale. Au Cameroun, rien ne marche et c'est une jungle. Rodolphe depuis Bâti. Fondamentalement bon Bengan. À lire, à écouter justement aux téléspectateurs, on a le sentiment que l'État ou le chef de l'État a privilégié nos frères, nos aînés, nos Camerounais qui sont dans l'armée et délaissé le reste des professions. Oui, j'ai entendu certains de mes enfants pleurer et dire papa, lors des mouvements à l'université à Yaoundé, on nous demandait de chanter le CP dépasse le bac. Et quelques 2-3 ans après, ceux de mes enfants qui étaient fonctionnaires, ils ont vu leur salaire coupé, charcuté, et le salaire de l'armée est resté intact. Et vous voyez donc, voilà. Et un sergent-chef qui gagne plus qu'un médecin, bon. Vous
voyez, c'est dans notre pays que ça se passe comme ça. Donc, bon, si vous voulez, c'est ça en fait. Hein. Poursuivez Isabelle. Bonjour à tous. Sur le plateau, parlons de l'histoire du jour. Je suis d'avis avec Sœur Lamel. Si vous aimez deux ou plusieurs femmes, à vous de voir comment les doter toutes. Si elles sont contre au moins, vous aurez essayé et donc jouer au chat et à la souris. Concernant la colère, je pense que l'État ne fait rien pour améliorer la situation de vie des 16 huissiers. Et je suis de ceux qui pensent que pour exercer ce métier à plein temps dans notre pays, il faudrait avoir des relations avec des hauts cadres de l'administration judiciaire. Vital depuis Douala. Oui, mais pour sa première partie, moi je supplie mes filles aujourd'hui. Accepter la polygamie, ça ira mieux comme ça. Pardon. Pardon. Ou quand vous vous rendez compte que votre mari a des accointances, allez vous-même saisir le juge. Et voilà, comment on l'appelle, voilà, un juge. Dans le tribunal le plus proche, surtout là où vous avez... Pour faire quoi, pour changer... Pour changer vous-même, c'est la femme. Si les femmes nous facilitent la tâche d'aller changer elles-mêmes le statut matrimonial, je pense que ça arrangerait les mamans disaient que vraiment, montre-moi un endroit où, lorsque tu n'es pas ici, je vais te trouver. Voilà. C'était les techniques qu'on demandait. Montre-moi un endroit où, lorsque tu n'es pas ici, je vais te trouver. Ça va besoin de montrer. Pardon? Non, bien justement, avec votre génération, la génération de 80 là, ouais. Ils ont commencé à jongler. Et les papas faisaient comment? Il peut prendre un de ses fils, il dit accompagne-moi. Ouais. Le fils l'accompagne, il va chez maman Marguerite. Bon, le fils reste dans le salon, il joue. Lui, il entre, il voit papa sortir avec un pain. Il reste là. Quand il rentre, il dit à ta bon, va saluer ta maman. Il est à côté. Ta maman va te demander, vous étiez avec ton père. Si tu es un mauvais garçon, tu vas dire, on était chez maman Marguerite, elle n'était pas de nom. Mais un bon garçon dit que non, je ne sais pas. On était quelque part. Voilà, on était s'amuser. Voilà comment un bon vous mêlez les enfants à ça. Quel est le message que vous pensez, que vous passez à l'enfant qui est en train d'amener la barre? Quand vous allez fermer les yeux, l'enfant là saura que j'ai mes frères et mes sœurs là-bas. Il y a même des papas qui font quoi? Ils prennent l'enfant, ils prennent un de ses fils ou une de ses filles, accompagnez-moi. Et on va forcément manger quelque chose comme d'habitude. Et vous arrivez, on vous dit salut ta soeur, salut ton frère. Tu dis, mais c'est mon frère, comment ma soeur, comment. Non, tu ne poses pas de questions, salut ton frère et salut ta soeur. Monsieur Michel, c'est fort quand même. Hein. On ne forme pas l'enfant uniquement sur les bonnes choses. On ne forme, on n'instruit pas, on n'éduque pas un enfant uniquement sur les bonnes choses. Arrêtez ces principes occidentalisés. Un matin, sortez avec votre enfant, 12, 14, 16 ans. Oui. Dites-lui, tu vas boire aujourd'hui la bière. Il va vous dire, pas, tu vas boire aujourd'hui. Qu'il consomme. Ce n'est pas encouragé, qu'il consomme. Vous le regardez, vous l'observez. Et après, vous la ramenez, vous lui dites, sache que demain, tu me vois aujourd'hui le faire, tu te poses des questions. Sache que demain, certaines situations de la vie vont t'amener à te retrouver dans cela. Je ne t'y encourage pas, mais il faut que le parent soit celui-là. Vous avez des parents comme celui que j'ai découvert ce week-end, la maman m'a fait une crise, on l'a hospitalisé, parce qu'elle s'est rendue compte que son fils, apparemment, achetait des cigares, il se cachait dans un coin, il fumait. Elle dit, ton père ne fume pas. Ta mère, je n'ai jamais fumé. Ça sort d'où? Alors, vous voyez que l'enfant a son univers où il vit, il vibre, il pense. Si le parent se dissocie, à des moments, amenez l'enfant là où on fait il y a la débauche. Sortez le soir, vous montrez à l'enfant comment les gens sont couchés sur les motos. Ils dorment à une certaine heure. Tu dis, regarde. Il descend, il s'approche, il dit que, mais papa, comment est-ce qu'on peut dormir sur une moto? Dis-lui que c'est la conséquence. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Vous expliquez à l'enfant, sur cette base, l'enfant a une appréhension autre et différente, il se positionne. Mais si vous voulez, quand on l'amène, vous pensez que demain il sera un puriste? C'est pas forcément dit que c'est pas forcément dit que ceux qui dorment sur les motos, ils sont parce qu'ils ont échoué. Non. Non, monsieur. On sait en même temps que les conditions de vie au Cameroun, voilà. C'est une tare de la société. C'est incroyable. Voir des individus dans toutes les stations de service à une certaine heure, se coucher, dormir, se lever le matin pour la pause. C'est un échec. C'est un échec justement. C'est un échec. Voilà, de l'État. L'enfant qui veut jouer, vous lui dites, regarde, tu finiras peut-être comme ça. Je ne te le souhaite pas. Il rentrera en disant, mais bon Dieu, la vie c'est comment? Oh, l'enfant que vous gardez, comme on dit les enfants de barrière, vous nous montrez que les bonnes choses, lorsqu'il sort, mon Dieu. C'est incroyable. Allez, d'autres messages, Isabelle Carole.
Bonjour chers parents, en 27 ans, combien de milliards ont été détournés pour ne pas pouvoir recruter dans la fonction publique? Nous les jeunes, on observe et on ne veut pas se mettre en colère. Ne nous si obligés pas. 27 années quand même, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de colère au Cameroun, hein, vous le savez quand Tellement, même. Les Camerounais sont très en colère. Peut-être que ça n'explose pas. Moi, je vais peut-être le dire ici. Il y a un programme que je porte à la radio le soir qui me fait parfois très peur à entendre le niveau de colère qui habite les Camerounais avec vide ton sac. Vous vous demandez, mais malgré les recadrages, les gens veulent se lâcher, mais c'est très grave. Est-ce qu'on ne va pas dire quand même ici à un moment donné, cher Lamel, qu'il y a lieu de faire quelque chose pour apaiser les cœurs quand même? Parce que quand vous entendez ce jeune vous dit que depuis 27 ans, on a détourné combien de milliards au Cameroun, incapable de créer des emplois pour insérer ces jeunes, et même pour le cas des huissiers de justice. Est-ce que ce n'est pas des petites choses comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas un jour la goutte d'eau qui déborderait le vase? 27 ans pour un huissier. C'est quand même fort, non? Je l'ai connu dans une de mes précédentes, lorsque je commençais à naviguer un peu dans les quartiers, j'ai eu à connaître un huissier avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Il est de la promotion 1994. Aujourd'hui, il a peut-être 4 ou 5 enfants. Les enfants sont sur la moto. Ses enfants sont sur la moto. Huissier de justice. Huissier de justice 1994. Non, il a promotion, ils ont prêté ses mains. Ils sont sur la moto. Le gars n'a pas d'argent. Il travaille, comme je vous l'ai dit, les clercs chez un autre huissier. Ce qu'on lui donne, il ne s'en sort pas. Vous pensez qu'il peut être heureux de voir ses enfants qui sont là et d'entendre que vous avez X ou Y qui vient de détourner 180 milliards, qui a détourné 75 milliards de tels projets. Vous pensez que les gens sont tranquilles? Les gens ne sont pas contents. Il y a beaucoup de colère. Allez, merci à vous, cher Lamel. Merci Isabelle Caroline Bonbon-Bengan. On va peut-être poursuivre l'émission en revenant sur un sujet qui a été évoqué ici il y a quelques temps. Et je voudrais, avec tout le respect qu'on doit à nos téléspectateurs qui insistent chaque fois en nous disant, mais vous avez parlé de telle histoire. Il y a une histoire d'un homme dont le corps est jusqu'à présent maintenu dans une morgue pendant 18 mois en Bonbon-Bengan. Alors, vous vous rendez compte simplement que les enfants, eux aussi, ont pris d'assaut, on va dire l'émission Le Zénith pour dire, on a entendu l'histoire de notre papa et notre maman, de nos papas et de nos mamans justement à la télévision. Il se trouve simplement que la version de nos enfants, il y a une affaire terrible où papa aujourd'hui aurait choisi de mourir sans nous dire ce qui s'est passé. Papa sort de la maison, s'en va et ne revient plus jamais. Et qu'on se rende compte que papa avait une aventure dehors avec une autre femme, laissant maman à la maison qui aujourd'hui est scandalisée, malgré les nombreux appels, malgré tout ce qui est fait, papa aujourd'hui est mort. Papa, le corps est dans une morgue depuis 18 mois. La justice tente tant bien que mal de résoudre le problème. Comment peut-on amener ces enfants à retrouver l'équilibre Bonbon-Bengan? Je voudrais revenir. Ils m'ont laissé des messages incroyables. Nous avons été surpris que ses propres frères, après sa mort, s'allient avec la deuxième femme pour affirmer que notre papa n'était pas un Bamileke et qu'il doit être enterré à Douala sur ce terrain sur lequel il a construit la nouvelle maison. Allez, mais, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On va dire qu'il y a des femmes qui ont... Je veux dire, justement, vous voyez comment les envies, la cupidité et un certain, j'allais même dire le cynisme de certains membres de nos familles disloquent les familles à la disparition du chef de famille. Comme le monsieur avait un peu, et ces derniers jours, il les a passés quelque part en abondance. Et les membres de sa famille, certains membres de sa famille se sont rués comme des abeilles sur une ruche pour essayer de grappiller ici et là. Et ça montre que la justice nous amène dans une situation compliquée. Comment vous pouvez avoir le titre de Mbombo, comment? Ou d'Engue, comment? Incroyable. Si vous n'êtes pas dans cette aire géographique, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir un titre symbolique. Mais non, le monsieur n'est-il pas allé dans son village, dans le dé, s'il est connu là-bas, il a eu des titres, il a du terrain. Les enfants vous disent, après son décès, nous avons voulu enterrer notre papa dans la concession au village natal, comme il est de coutume chez nous, les Bamileke, et vu sa qualité de notable. Voilà. Mais seulement cette femme s'y est formellement opposée, exigeant que celui-ci soit enterré à Douala dans leur nouvelle maison. Ouais, j'ai dit un Mbombo qu'on enterre à Douala et que les enfants acceptent ça, la famille. D'abord, si on le fait, moi, mes frères là qui entrent dans ce genre de complot, ils vont voir.
Ils vont voir, ça va se retourner contre eux et ça paye cash. ça paye cash. Ces choses-là, on ne badine pas avec. D'abord, vous avez dit tout à l'heure le titre de Nomgui. Comment un président de la République peut vouloir avoir un titre traditionnel? Puisqu'il est le président de la République, on est dans la République. Le titre traditionnel lui sert encore à quoi? Puisque c'est lui j'entends souvent parler le numéro 1. Comme il y a des gens qui ont pris sur eux d'attribuer les dossards aux citoyens. Donc comme il est donc le numéro 1, Nomgui vient faire quoi? C'est pour vous dire qu'en fait, le titre traditionnel, et Charles Hamel le répète ici, les royaumes ont précédé la République. Devenez république moderne ou en construction ou en chantier ou peut-être en avance dans la démocratie avancée ou tout ce que vous voulez, l'honorabilité traditionnelle sera toujours au-dessus des fonctions de la République. Très bien. Donc ce n'est pas que la République nous impose. Donc pour quelqu'un qui a un titre traditionnel, la justice camerounaise devrait aller au-delà des querelles des deux femmes. Donc en fait on a fait comme si on veut trancher entre une femme dit que, l'autre femme dit que. Maintenant dans la même justice, comment on peut faire un testament? On ne laisse pas un testament crédible, doit être entre les mains d'un notaire. Absolument. Alors maintenant il a dit à qui? À la deuxième femme, d'accord. Il aurait remis le testament à la deuxième femme. Voilà. Le testament à la deuxième femme. On l'aurait au moins remis au chef de famille s'il en avait un. Je pense qu'il avait un chef de famille. En lui disant, voilà, si le testament venait du chef de famille, je n'aurais pas contesté. Et peut-être parce que nous-mêmes, parce que j'ai le titre que j'ai eu, j'en ai donné. Donc on ne va pas toujours dire à concerné ou à la femme que, bon, comme je vois ma charge, bon, sera remis à tel, non. Au moins le chef de famille, c'est un membre de ça. Mais comment une seule personne, la deuxième femme seulement, c'est qu'il y a un testament? Lorsque les enfants, vous entendez Isabelle Carole, les enfants vous disent que maman n'est pas là à l'école, maman a tout construit papa, tout naturellement, maman ne veillait pas sur quoi que ce soit. Est-ce qu'on va dire simplement que la justice aujourd'hui qui est dans cette affaire de M. Noubayou, dont le corps est depuis 18 mois dans la glace, la justice justement, comme disent certains, fait tout pour se faire de l'argent sur le dos de cette famille malheureuse aujourd'hui? Une histoire de polygamie, vous voulez dire? Oui, encore. Voilà, la polygamie encore, on revient. Ce n'est pas la polygamie. Oui, l'homme est polygame. Ce n'est pas par la ailleurs. L'homme est polygame. Non, ce n'est pas polygamie. Parce que non, dans l'histoire la base, dans l'histoire la base justement ici, selon les dires de la femme, la première, l'homme allait se marier sans pour autant dire à sa femme que j'allais me remarier. Polygamie, ouais. Donc, maintenant, il se trouve qu'il aurait fait le mariage à l'insu, justement, de la première femme. Ce n'est pas la polygamie, ça. Qu'est-ce qu'on en dit, Isabelle Carole? Dans tous les cas, je pense dans cette histoire... C'est surtout la version des enfants, parce que les enfants sont éclatés. Dis d'abord que polygamie veut dire que la première femme va doter la deuxième. Si vous ne le faites pas, c'est des conneries. Ce n'est pas parce que vous avez plus 2 tonnes, 4 mêlées, vous allez à la mairie et dire oui, on était mariés sur le régime polygamique, donc je peux épouser. Non, c'est pas comme ça, ça se fait. Donc la polygamie ne veut pas dire le désordre. Donc si ce monsieur lui-même a laissé les germes du désordre dans sa famille, et justement c'est pour ça peut-être que les ancêtres le punissent. Isabelle Carole. Mais justement, il a été lui-même à la base désordonné. Aujourd'hui, il paye cela d'une manière ou d'une autre parce que son âme n'arrive pas à reposer en paix. Il n'arrive pas à pouvoir toucher la terre des ancêtres et reposer normalement comme il se doit. Parce qu'à la base de son vivant, il s'est contenté de ce que, ok, d'accord, je suis un homme, je suis le chef de famille, c'est moi qui manipule et c'est moi qui décide de ce que je fais. Aujourd'hui, les conséquences sont assez lourdes parce que jusqu'ici, on n'arrive pas à l'enterrer et les enfants, les femmes sont sous le choc. Je crois qu'aussi cette guerre... Tous ces disputes qu'on écoute à présent, c'est parce qu'il y a un problème de biens qui se pose à la base. Il y a une dispute autour de cela. S'il y avait une bonne répartition et tout, je ne pense pas qu'on devrait arriver à ce stade-là. On écoute l'un dire que le père a demandé qu'on l'enterre dans la concession et écouter un autre camp dire le père a demandé qu'on l'enterre au village et tout. C'est déséquilibré. Où sont les responsables de cette famille? Moi, c'est la question que moi je viens de poser. Parce que ce n'est pas les responsables vont plus loin, selon les dits des enfants, en faisant savoir que eux, ils ne se reconnaissent pas du village de cet homme, où il était un notable, où il était dans une association, où il participait à tout. Et ça frise justement le fait que il y en a fait des biens. Il y en a fait des biens derrière. Les membres de famille se retrouvent dans quel camp? Ouais.
C'est ce qu'il faut qu'on sache. Dans le disent-ils, il y a une faction, le camp, il y a une faction pour la première et une faction pour la deuxième. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? Ça veut donc dire que la famille est divisée parce qu'ils sont tout simplement en train de vouloir faire la manipulation. On veut utiliser la première femme pour pouvoir atteindre ceci et l'autre camp qui veut utiliser vraiment la deuxième. La deuxième, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de bien qui se pose là-dedans. Et vraiment, et on comprend que même cet homme, excusez-moi, il n'a pas eu une bonne famille, les membres de sa famille n'étaient pas assez clairs. Parce que je crois que quand un homme décède, c'est vers sa famille qu'on se tourne. Ce n'est pas vers la femme qu'on commence à demander où est-ce que je vais enterrer ton mari, où est-ce que... Les femmes ont quoi dans qu'est-ce que la femme a dit quand le mari décède? Elle n'a même pas parole. Elle n'est même pas là où les autres sont assis. Elle est ailleurs. Elle pleure le deuil. Elle a même le sang Michel Ngacho. Elle n'est même pas là quand on fait des assises. Elle est informée. Moi, je vous coupe pas. Je pense que justement la sortie des enfants peut donner d'autres orientations. Ils constatent que leur papa veut qu'on enterre leur papa ailleurs pour s'accaparer des terrains du village. C'est pour ça, justement, c'est des gens, s'ils sont majeurs, je pense que le tribunal devrait les écouter et regarder quels sont les ressorts. Parce que quand vous avez des frères qui devraient quand même organiser votre deuil et qui disent, nous, on se dit ici, on peut l'enterrer même à Douala, d'abord n'est pas Bamléké, ça veut dire qu'en fait, et le monsieur ayant commencé à faire des fondations dans ce que lui, il dit, comme son terrain, du terrain familial de ses ancêtres, ça veut dire qu'on voudrait s'accaparer de ces terrains-là. Et ces enfants-ci, il faudrait que la justice les aide à retourner sur la terre de leurs ancêtres. Lorsqu'un corps est dans une morgue depuis 18 mois, au vu sur tout le monde, des familles divisées, des enfants qui sont déchirés, du moins je vais dire perdus aujourd'hui, est-ce que cette deuxième femme ne peut pas comprendre qu'il y a des vies à sauver, et surtout la sienne également, y compris la vie des enfants que ce monsieur a laissé avant, et laisser à ce qu'on enterre ce monsieur auprès de ses ancêtres? Monsieur Michel Ngacho, si vous me permettez de vous dire, beaucoup de maladies incurables entreront dans cette famille. C'est pas sévère. Je dis, beaucoup de maladies incurables entreront dans cette famille. Mais pour expliquer ce que Charles Amel a dit, je vous l'ai dit dernièrement, lors de ce qu'on appelle la multiplication de l'énergie dans la famille. Et lorsque vous bloquez, justement, vous empêchez cette énergie. Mais bon, les sciences quantiques sont un peu compliquées pour certains. Je dis, tous, je le dis aujourd'hui, souvenez-vous, vont finir avec des maladies incurables. On ne bloque pas un corps. Un corps a un temps de vie durée. 7 jours. Maximum, je dis maximum 9 jours. Mais on a 18 mois. Je dis maximum, monsieur Michel, c'est 7 jours. Maximum, je dis maximum 7 jours. Et les 7 jours soient conservés, on mettait le corps dans le bananier. On mettait le corps dans le bananier. On attachait, on conservait dans le sable, monsieur Michel Ngacho. Je dis maximum. C'est le premier morgue africaine. Maximum. 7 jours. 7 jours. Non, minimum 7 jours, maximum 9 jours. Ah, d'accord. C'est le chiffre 9. 9 jours, on devait se débarrasser rapidement du corps. Vous conservez un corps, vous êtes en train de le pénaliser. Vous pénalisez énormément ce corps. Entre-temps, combien de personnes sont tombées? Combien sont arrivés avec la nouvelle, monsieur Michel Ngacho, de l'autre côté, en disant, mais comment je suis arrivé ici? Où est-elle? On ne voit pas. Il est encore où il est en chemin. Vous perturbez l'esprit, vous perturbez l'âme de cette personne. Je dis, qu'il veut mettre en terre même demain. Et l'autre chose, il faut interpeller la justice. Monsieur Michel Ngacho, parcourez tous les livres de l'histoire. Lorsqu'il y a eu mort d'homme, lorsqu'il y a eu décès, on arrête tout. On trouve un consensus, on enterre d'abord. Tout à fait. Pour libérer l'autre, on l'enterre d'abord et on continue le combat en tant que vivant. Même cette justice elle-même, elle payera le prix, monsieur Michel Ngacho. Ah bon? Elle portera le fardeau. Oui, tout à fait. Qui va payer? C'est les avocats qui sont autour. Ce sont les magistrats qui ont la forente. Attendez, vous verrez. Nous, on voit ça chaque jour. Attendez, vous verrez. Pour la femme. Mais la première femme, la veuve, monsieur Michel Ngacho, je vous dis que c'est une. On ne peut plus commenter ça. Qu'elle s'attende. Qu'elle s'attende. Vous vous rappelez l'histoire de la veuve et de l'enfant? Des veuves qui sont les mères d'enfants qui sont allés bagarrer chez le juge en disant que c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Le juge a dit qu'on divise l'enfant en deux. Une a dit oui, il faut qu'on divise l'enfant en deux. L'autre a dit que non, je préfère porter le poids au lieu de tuer l'enfant qu'elle élève après. Le juge a dit que madame, c'est pas votre enfant, c'est l'enfant de celle-ci. Parce qu'une mère ne peut pas avoir divisé son enfant, récupère ton enfant, tu pars. Parmi les deux,
Parce qu'on le quantum aujourd'hui, le 12, non. Vous voulez parler trop, pourquoi? Voilà. Ils font ce qu'ils veulent faire. Merci infiniment, c'est une affaire devenue un scandale quand même. Monsieur Noubayou, bien connu aujourd'hui, voilà ce qui en reste de cet homme et ses histoires. Qu'elle ne plaît pas. Hein, pardon? Après qu'elle ne plaît pas. Qui ne va pas pleurer? Les femmes? Qu'elle n'écrive pas les lettres. Oui, on a l'impression que ces femmes n'ont jamais aimé cet homme. Les enfants. Non, il y a une qui ne parle pas. Apparemment. Peut-être. Il y a une autre qui revendique. Non, il y a une. Moi, je suivais comment mon esprit. Il y a une qui ne parle pas. Il y a une autre qui revendique que le corps doit être enterré ici. C'est la bagarre. Face à ça, on dit ok, tu veux le faire, vas-y. Parce que l'urgence, c'est de pouvoir d'abord l'enterrer. Peu importe ce qu'on va gérer par la suite. La revue des réseaux sociaux, justement, Isabelle Carozopède, nous poursuivons l'émission avec vous ce matin. Qu'est-ce que la toile nous livre? Alors, ce que la toile nous livre pour ce week-end, c'est sur le train justement de Camrail qui a fait donc le tour sur les réseaux sociaux parce que ce qu'il faut... Bon, bingo. Bon. On parle des... Et poursuivez l'information. L'information circule. L'info circule. Donc vous n'allez pas prendre de train, je vous offre un ticket. Non, permettez. Et poursuivez Isabelle Carole. En parlant de ce train Camrail qui est donc tombé en panne hier, ça a donc été tellement difficile pour les passagers qui essayaient donc de quitter Douala pour rallier Yaoundé parce que justement au niveau des écailles, ils n'ont pas pu, j'allais dire, poursuivre le trajet et pour cause justement le train en question est donc tombé en panne. Camrail dans un communiqué a donc fait savoir que c'était bel et bien un souci technique, voilà une panne technique et ils ont donc contraint les passagers à pouvoir prendre le bus pour rallier la capitale politique Yaoundé. C'est vrai qu'il y a eu du grabuge justement parmi ces passagers parce qu'ils estimaient que c'était pas normal du tout pour eux de se retrouver dans un bus. Pourtant au départ ils ont fait le choix de pouvoir justement voyager par train et on se souvient encore qu'il y a quelques semaines seulement ou encore quelques jours, c'était le 1er juillet qu'on parlait quand même de ce voyage inaugural avec les trains où on nous rassurait. On a vu des ministres, on a vu des députés, on a vu le ministre du Transport aussi qui était là pour justement apprécier ce train, pour dire comme quoi rassurer même aussi les Camerounais de ce que c'était la bonne option. On a vu plein de commentaires quand même sur la toile ce week-end. À peine 2 semaines, on est le 11 juillet, donc moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, on parle déjà de panne technique. De panne. Voilà. Mais ça a mis long. Oui, je ne sais plus. Vous n'êtes pas très dur là? Si. Lorsque John Bengeninde était ministre des Transports, j'oublie quelle année, il est venu inaugurer les rames venues apparemment de Portugal. Lui, il a eu le jour où il faisait le voyage, comment vous appelez ça, le voyage inaugural, ils ne sont même pas arrivés à Idéa. C'était tombé en panne avant Lougaé. Il est sorti, mais sauf qu'il a dit que c'était bon. Alors que les trains étaient déjà mis hors service pendant 17 ans. Incroyable. Au Portugal. Et John Bengeninde a dit que c'était bon, alors que c'était même pas arrivé à aider. Donc ici, ça a mis long. Donc on vous disait que ça, c'est des vieux trains. C'est des vieux trains qu'on a ramenés dans les ateliers pour rafistoler. Et bon, ça ne pouvait pas. On ne trompe pas. La technique ne trompe pas. La science, il y a des sciences exactes. Ça ne trompe pas là-bas. Ça ne met pas de la poudre de perlimpinpin à chaque fois ici. Le politique peut faire son discours enrobé, enveloppé, enjolivé, tout ce que vous voulez. Mais la technique ne trompe pas. La technique va vous rattraper. Ça, c'est des vieux trains qu'on a ramenés dans les ateliers. Pourquoi je dis vieux train? L'écart de rail n'a pas changé. Pas du tout. Voilà. Et on ne fabrique plus ce genre de train qui circule sur cet écart de rail. Qu'est-ce qu'on dit, Charles Lamel, lorsqu'on brandit quand même des nouveaux trains au Cameroun en leur disant on relance l'activité ferroviaire au Cameroun et quelques jours seulement après que l'on soit dans des pannes, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Alors, il y a 3 points qu'il faudrait soulever ici et je ne pense pas que Mbombo me dira le contraire. Le premier point, M. Michel Ngatiou, c'est le fait d'avoir littéralement changé la constitution du rail. Oui. Premièrement, à l'époque, on utilisait le rail, on utilisait les morceaux de bois en termes de traverse. Le rail, lorsqu'il passait au-dessus, en cas de déraillement, rapidement, le bois lâchait. On avait le temps de remettre des morceaux de bois, de refixer. En 1 an, on était parti. On a opté pour le ciment, c'est-à-dire qu'on bloque les rails dans du ciment, M. Michel Ngatiou. Le train circule. En cas de déraillement, c'est le ciment qu'on amène. Premier point, c'est le rail. Qui a tort le rail, il faudrait des jours.
Autre chose, M. Michel Gachou, et ça je vous le dis, c'est des enquêtes qui sont menées depuis ce week-end pour essayer de comprendre. À qui appartient l'aspect transport des voyageurs et à qui appartient l'aspect transport des marchandises? Aux dernières nouvelles, on est encore en train de mener des enquêtes, il semblerait que tout type, il y a des bois, des espèces que lorsqu'on transporte, c'est la priorité absolue sur les rails. Priorité absolue. Ça veut dire, M. Michel Gachou, on va vous dire, je ne sais pas s'ils appellent ça chef de quai ou chef de gare ou chef de quoi, on va les appeler. Et là, dit, monsieur, il y a une cargaison de bois qui sort de Belabou. Priorité absolue, ça doit être au port ce soir. Tout ce qui arrive, vous attendez, vous stationnez. En attendant, on va créer ce qu'on peut créer comme panne. Tant que ce bois n'est pas passé, vous ne bougez pas, M. Michel Gachou. À quoi ça c'est des enquêtes. À quoi ça servait de vendre justement Camerounais une affaire qui ne marcherait pas? Et on l'a vendu quand? Non, la concession de la régie Fercam a été faite le 1er avril. Donc c'était un poisson d'avril. Jusqu'à présent, un poisson d'avril. Donc, M. Michel Gachou, il faut aller enquêter parce que là, ça, c'est des enquêtes qu'on a menées, qu'on essaie de mener avec certains cadres qui disent soigneusement que non, désormais c'est comme ça. S'il y a une marchandise qui doit arriver, on dit que ce bois doit être au port, on attend ce port. Monsieur Michel Gachou, quel que soit ce qu'il y a, vous allez stationner pour cela. Donc, en termes de jeu, on dit qu'on a essayé de revoir un ensemble de choses au niveau de l'agence. Nous sommes en train de mener des enquêtes justement sur ce sujet. Donc, le premier point, il faudrait qu'on nous dise. Non pas le fait de transporter, c'est un sinistre, M. Michel Gachou. C'est qu'on a transporté, permettez-moi l'expression, dans une agence de voyage, doivent être dédommagés. C'est un sinistre. C'est pas un sinistre. Une agence de voyage routière. Donc c'est un sinistre. On en parlait ici, M. Michel Gachou, on doit les dédommager. Le temps perdu, parti de 6 heures, tout ce qu'ils ont perdu comme temps, le manque à gagner, ils doivent être dédommagé. Donc, M. Michel Gachou, il faudrait, puisque vous parlez de l'éveil, il faut qu'on arrive là et qu'on comprenne que la marchandise a plus de valeur que l'être humain. C'est bien dommage justement de se rendre compte que le ministre des Transports actuel du gouvernement camerounais, M. Bibé, était dans ce bus, dans ce train, autant pour moi, lors de cette inauguration. Quel est l'assureur de ces... Quel est l'assureur? Là, la question bien sûr est posée. Quel est l'assureur? On ne vous a jamais dit quel est l'assureur justement on va dire, des usagers concernant cette entreprise d'aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais on a quand même besoin que eux, en tant qu'autorité, réagissent tout de même parce que vous ne pouvez pas avoir assisté le 1er juillet à un voyage de le 11 juillet, Michel Gachou, on parle déjà d'incidents, de panne technique et tout. 11 juillet, 10 jours seulement, on parle déjà de panne technique. On explique ça comment? Et on a aucune réaction. Ils doivent nous dire ce qui s'est passé. Les de mariage ont une formule très forte quand on coupe le courant. Dieu a créé la machine a... Vous voyez que c'est naturel. Il faut arrêter Charles. Il faut arrêter. Vous avez le présentateur dit Dieu a créé la machine a fini par jouer. Donc le ministre va employer quoi? Non, le ministre n'a pas encore parlé. Il faut moi ce qu'il nous dise ce qui s'est passé. On attend même les députés qui étaient dans ce train-là. Et surtout les journalistes qui étaient là-bas, parce qu'ils étaient très nombreux pour ce départ, pour ce voyage inaugural. On attend encore comment ces mêmes confrères viennent nous redire ce qui s'est passé. C'est important. Autre sujet, Isabelle Carozepet. Autre sujet, et pas des moindres, c'est justement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qu'on a bel et bien vu aux côtés de son épouse, quittant donc le pays pour l'Europe. Voilà, on les voit justement à l'image pour un court séjour privé de ce côté-là. Il faut noter tout de même que c'est depuis 2019 que le président de la République n'avait pas donc quitté le pays. On en parle pratiquement de 2 ans parce que la dernière fois, il s'était rendu du côté de la France à l'invitation bien sûr d'Emmanuel Macron pour prendre part à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en France. Cette fois-ci, on l'a donc vu avec son épouse quitter donc le pays pour l'Europe, un fait plutôt rare pour le président de prendre autant de temps avant de quitter le pays, lui qu'on sait ou encore qu'on connaît bien pour des multiples voyages aussi coûteux et multiples. Alors, je regarde la précédente image justement, je regardais le chef de l'État et surtout le président du Sénat, M. Marcel Yanis-Fendi à ses côtés, et d'ailleurs, on va dire, le balai gouvernemental qui était là pour lui dire au revoir. Je veux juste savoir, ça c'est une question personnelle, c'est important?
Monsieur Michel Ngati, dans toutes les... Il y a quand même fait banal. Dans toutes les émissions qui passent sur le tam-tam national, il y a toujours un message. Portez vos masques. Le chef de l'État n'a pas son masque. Et là, justement, c'est l'un des constats. Le chef de l'État n'a pas son masque. masque. Il est entouré de personnes qui ont le masque. Le chef de l'État n'a pas son masque. Ça fait réfléchir. Il va voyager. Est-ce qu'il était vacciné? On ne sait pas. Non, le chef de l'État est un homme qui peut-être prendre le coco-mort comme moi. Il a dit, bon, nous sommes avec la deuxième variante Delta. S'il prend les coco-morts et les autres décoctions, ça veut dire qu'il va développer les globules blancs. Donc la défense du corps humain sera plus développée pour détruire le corona. On aurait dû voir le chef de l'État avec un masque, quelle que soit la couleur, qui porte le masque. Est-ce qu'il a fait exprès? Il a porté aux obsèques de sa sœur. C'est justement là. C'est l'unique fois qu'on a vu le chef de l'État avec un masque. Donc on devait le voir avec le masque. Bon, c'est un déplacement, on a dit court séjour privé. Bon, vous vous rendez compte que même sa suite est réduite. Donc, M. Michel Ngati, on lui souhaite est-ce que c'est un repos? Est-ce que c'est... Bon, dans tous les cas, on ne commence pas trop. Peut-être c'est les vacances. Oui, mais en même temps, il est président de la République, il peut choisir prendre ses vacances. Alors, il prend ses vacances. Il peut choisir aussi de mettre un masque ou de ne pas mettre un masque. Non, là, il prend ses vacances normalement. S'il a choisi d'aller, c'est des spéculations. Il n'a pas dit officiellement qu'il allait en vacances. Bon, maintenant, on regarde notre président, il n'a pas de masque. Aucunement le chef de l'État se fait vacciner. Ça, on se pose cette question. Alors, comment est-ce qu'on va justifier, dire aux Camerounais, faites-vous vacciner, il y a d'ailleurs un document, il y a un passeport désormais qui va vous imposer. Même l'épouse n'a pas. Il ne faut même pas le dire parce que Michel... Qu'est-ce qu'on dit de ces images quand même? Ce qu'il faut dire, parce que parlant du Covid-19, on fait savoir que les personnes du troisième âge sont des personnes les plus vulnérables. Oui. Donc, le chef de l'État fait partie de quelle catégorie de personnes? Oui. Troisième âge. Donc, je crois que il devrait être la première personne à être vaccinée ou encore à porter un masque. Il n'est pas dans les méthodes occidentalisées, il est dans les méthodes traditionnelles. Et pourquoi lancer un message qui inonde la toile et les réseaux sociaux et la chaîne nationale où on dit le chef de l'État demande de mettre un masque? Franchement. C'est pas le chef, c'est lui-même qui dit les masques. Mais ça s'écoute tous les jours. Avant les journaux parlaient de 13h, 17h. On l'entend tout le temps. Alors, bon, il y a quand même ici le fait que le chef de l'État choisit d'aller en Europe. On ne sait pas exactement. Beaucoup parlent de Genève. Et l'annonce à Genève d'ailleurs, il y a des Camerounais de la diaspora qui sont déterminés à nouveau à aller lui dire bonjour. Vous comprenez ça comment? Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de dire à ses confrères, enfin, à ses Camerounais, qu'il va également de l'image du Cameroun? Non, il ne sait pas l'image ou pas. Moi, je l'ai dit, non, c'est un vieux. Il faut respecter les aînés. Ouais. Il faut respecter les aînés. Et on peut, je veux dire, la manière avec laquelle le bousculade, non, ça me semble également barbare. D'aller agresser un chef d'État, il est le chef de l'État. Il faut quand même savoir toute proportion garder, que c'est un chef d'État. On ne peut pas, on peut lancer les tracts, on peut organiser un truc avec les banderoles qui lui rappellent un certain nombre de choses, mais l'attaquer physiquement, je suis contre ce type de violence-là. Mais les mots sont durs quand même sur les réseaux sociaux, mon Bengal. Oui, je préfère les mots utilisés par les Camerounais pour dire qu'ils iront le retrouver encore à Genève, ça fait quand même peur, n'est-ce pas? Il peut faire des pancartes, des banderoles, de tout ce que veut dire, c'est le chef de l'État. Il a prêté serment. Il a prêté serment pour amener son pays dans la prospérité. Il ne le fait pas. C'est tout à fait normal que ses concitoyens lui disent que mais non, Excellence, vous ne l'avez pas. Ce que vous avez promis, vous ne l'avez pas fait. Mais l'attaquer physiquement, violemment, ça, je l'interdis. Je ne peux pas supporter une attaque, j'allais dire, physique. Ouais. Chef de l'État, non, je ne peux pas. 2 ans quand même après, on va dire Charles Hamel, la dernière sortie, on va dire, le dernier voyage du chef de l'État effectué à Genève, 2 ans après, parce qu'on sait qu'après il y a eu un autre voyage avec la France. Et dans 2 jours sera la célébration de la fête, comment on dit ça, le 14 juillet français. Est-ce que le chef de l'État sera en chemin pour Paris? Beaucoup disent même d'ailleurs, et pensent sur les réseaux sociaux, que c'est un gré à gré qui va enfin être signé là-bas.
Monsieur Michel... Ça ne vous inquiète pas, vous? Non, je n'aime pas lire dans les boules de cristal, monsieur Michel Ngatou. Je n'aime pas lire dans les boules de cristal. C'est le point de vue des Camerounais. J'aime bien attendre. Vous savez, à une certaine période, lorsqu'on projetait, mais lorsque le chef de l'État entre 2019 et 2020 projetait se déplacer, les plans de vol étaient sur Facebook. On vous disait qu'il y a un voyage il va atterrir dans tel aéroport, après il va faire comme ça. Donc je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place, de penser pas aussi qu'il part comme ça sans avoir des assurances, M. Michel Ngatou. Je crois qu'il a pris toutes les assurances nécessaires pour pouvoir faire ce déplacement. Et je dirais vraiment, M. Michel Ngatou, on a assez fait, on a assez porté. À un moment donné, il faut baisser d'un cran. Changer de paradigme. Ouais. Il y a eu trop de violence à une certaine période. Est-ce qu'après ce temps de violence, on ne peut pas passer à autre chose? Je ne sais pas moi, chercher à avoir une discussion. Il faut trouver le juste milieu. Lorsqu'on se rend compte qu'une méthode n'a pas marché, il faut emprunter une autre. La discussion, l'échange. Il faudrait aussi que l'autre partie soit ouverte. Donc, quitte à ces gens, à ceux-là qui disent qu'ils vont descendre casser, ils vont descendre faire. Non, M. Michel Ngatou, je pense qu'on peut trouver avec les mêmes instances d'autres issues pour pouvoir dialoguer, échanger. L'objectif en même temps, c'est dire que c'est sauver l'image du Cameroun. On sait, on est tous conscients. L'image du Cameroun est déjà entachée. Oui, est-ce qu'il faudrait la graver? Vous ne pouvez pas laver un porc, il entrera dans la boue. L'image du Cameroun est sérieusement entachée sur tous les plans. La preuve, on sort de tribunaux par rapport au cas de l'ambassade où le nom du Cameroun est revenu. On a eu le cas de dépravation des mœurs. Le Cameroun est déjà, excusez-moi, donc... Le fait même déjà d'avoir un président de la République à cet âge-là, c'est un problème. C'est un problème pour le Cameroun, pour un pays du Cameroun, c'est un problème. Ouais. C'est un problème sérieux. Il a encore ses 2 ans. Oui, je n'ai pas là le problème. Je ne dis pas qu'il doit mourir. Je dis il a modifié par exemple les orientations du Conseil économique et social en demandant d'apprécier, de lui donner des conseils sur la déréglementation climatique. Vous voyez les étés Emmanuel, les Yang-Luc, comprendre quoi dans la déréglementation climatique. Et le Conseil économique et social qui doit avoir 150 membres, je pense qu'ils ne sont que 2 vivants. Alors les 148 autres sont morts. Donc non, c'est des questions sérieuses qu'il faut poser. Maintenant, moi j'ai imaginé quelque chose qu'il pourrait faire pendant ce séjour, avec la négociation avec les leaders des séparatistes. Donc par exemple, on avait dit que la médiation suisse a échoué pour la question anglophone. Qu'est-ce que veulent les Américains, ainsi de suite. Moi, quand on m'a annoncé son départ, j'ai d'abord pensé à cela. Est-ce que ça n'entre pas dans cette logique-là pour voir comment... Il aurait donc dû avoir une suite suffisamment constituée. Mais pourquoi ne pas le cas? C'est clair. Non. À un même moment... Les négociations se font en secret? Oui, c'est d'abord en secret. Pour l'avenir du Cameroun? Oui, tout à fait. C'est d'abord en secret. Est-ce que ça ne rassurerait pas le chef de l'État lui-même? Il a pris une position que la majorité des Camerounais ont condamné, moi avec, d'avoir pris l'option guerrière pour une résolution politique de la crise. Oui. Ça nous a menés dans la désolation et j'allais même dire dans l'impasse. Donc, il faudrait aujourd'hui voir dans quelle mesure, en fait, je ne dis pas que c'est ça, mais j'imagine si c'est cela, ça commence d'abord par ces méthodes-là de manière, j'allais dire, informée, parce qu'en fait, il a envoyé des émissaires, et ces émissaires-là ne sont pas assez représentatifs. Il faudrait qu'on entende de savoir qu'ils disent, par exemple, à Chaud, à Yaba, à tel, que non, vraiment, je suis disposé, j'enverrai tel pour des négociations, il faudra prendre cela pour agent comptant, ce qu'ils vont vous dire aura été le message que je vais lui transmettre. Donc il faut que ça passe là. Et que le médiateur qui pourrait être entre les deux soit, j'allais dire, accepté ou acceptable par l'autre partie aussi. Donc vous demandez, bien sûr, compatriotes camerounais de la diaspora, d'être tempérés ce matin, d'aller mollo. Moi, c'est les violences physiques que je n'aime pas, je condamne. Oui, mais c'est des manifestations, des pancartes, est-ce que vous validez? Oui, tout à fait. Les pancartes, des banderoles et tout, en disant, mais non, excellent, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on attend. Très bien. Voilà. En tout cas, physique, non. Allez, Isabelle Carole, on vous a très bien suivi et déjà, on attend de voir ce qui va suivre dans les jours à venir avec ce voyage fait par le chef de l'État et surtout, on le sait, beaucoup de Camerounais sont en ébullition.
On vous entendra, on vous lira. Autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, c'est bien sûr les images de la prison centrale de Nobel où on peut malheureusement constater ou encore observer les conditions de détention plutôt criardes dans lesquelles ces derniers sont contraints de pouvoir subir. Merci justement à la réaction de nous faire voir cela. Encore qu'on est en pleine saison de pluie. Regardez donc ce spectacle. Didier, c'est une image qui a fuité sur les réseaux sociaux. Oui, ça a fuité, ça s'est retrouvé sur la toile. Et vous savez que sur la toile, ça va tellement vite. On a vite fait de récupérer, ça fait le tour des forats. Et justement, Facebook et autres plateformes de réseaux sociaux, on regarde donc à l'image avec cela. Et vous voyez donc dans ces conditions. C'est le matelas. Oui, ce sont des matelas. On a vu le ventilateur. S'il vous plaît, parlez du mandat. Parlez du mandat. Le mandat. C'est ça, le matelas. Ah, le mandat, ça s'appelle le mandat. Là-bas. Ah bon. Donc là, en fait, ce sont les images de la prison de Nobel, ce qu'on a ce matin à l'antenne. Oui, qui ont fuité et qui ont pu se retrouver justement sur les réseaux sociaux. Vous voyez donc l'espace dans lequel tout y est. Et justement, il n'y a même pas un minimum de toiture. Parce que peu importe les conditions vraiment dégradantes et justement compliquées à pouvoir vivre, au moins même être à l'abri des intempéries, on ne l'est pas. D'abord que l'environnement ou encore le site en question est exécrable, ça il faut le noter, mais sans que ça ne gêne aussi personne. Mais quand on sort de là, de ces prisons, on aura chopé quoi comme maladie? Comment vous dites que ça ne gêne personne? Ça gêne des prisonniers. Justement, c'est ce que je dis, que ça semble gêner personne, c'est-à-dire que ceux qui sont dans cette pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, c'est de ça qu'il s'agit. Ça semble pas leur gêner. Par contre, les prisonniers, justement, vraiment, on parle de pays de droit. On parle de pays de droit. On parle de pays de droit. On a au moins droit à une prison. C'est ça la prison dans laquelle l'administration pénitentiaire a choisi, le gouvernement a choisi de garder des Camerounais. C'est ça une prison. Oui, c'est ça. C'est cette prison-là. Justement. On peut vivre dans ces conditions, Charles Membachou. Et puis nos compatriotes y sont. Et là, nous sommes en saison pluvieuse. Charles Membachou. Monsieur Michel Ngati, vous voulez qu'on vous dise quoi? Ça, c'est même, je vais dire, un petit paradis pour le moment. Allez voir ce qu'on a vécu dans les années 90, 92, 93, monsieur Michel. Vraiment, c'est... Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Je crois que monsieur Michel Ngachou, pour ceux qui ont le numéro des responsables de l'administration pénitentiaire, ils devaient prendre et envoyer ça dans leur WhatsApp. Dans leur ça fait très mal en même temps, Charles. Qu'ils voient la situation, ça fait très mal. l'état. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est carrément inacceptable. Merci beaucoup à vous. Et bien là, on va en profiter pour adresser nos soutiens à ces Camerounais qui ont choisi de marcher le 22 septembre dernier et qui aujourd'hui se retrouvent bien sûr à la prison de Nobel dans ces conditions. C'est des conditions inacceptables quand même dans un pays dit pays de droit. On s'en souvient qu'il y a quelques semaines seulement, à l'issue de la mauvaise gestion des 180 milliards de francs CFA associés, si vous voulez, mis en place pour lutter efficacement contre l'évolution du coronavirus au Cameroun. On a entendu le ministre de la Communication dire quand même que l'on bénéficie de la présomption d'innocence au Cameroun pour des prisonniers. Et on attend encore justement de voir le rapport. Mais pour ceux qui ont choisi de marcher simplement pour revendiquer un pays sérieux, voilà les conditions dans lesquelles ils dorment au Cameroun, au vu et au su de la communauté internationale, au vu et au su justement des organisations non gouvernementales, au vu et au su justement de la justice camerounaise, le traitement qui est servi à nos Camerounais dans les prisons. Voilà ce qu'il en est. Et bien, mais c'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. Allez, on va quitter ces images parce que c'est effroyable. Ça fait très mal. Dire quand même qu'on a un ministre délégué chargé justement de la justice au Cameroun qui devrait au moins nous dire. Et qui est avocat. Et qui est avocat, qui devrait au moins nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces prisons. Et au moins l'état de la prison. Ça, c'est Nobel à Douala. On n'ira pas voir de prison au Cameroun. L'administration pénitentiaire devrait au moins se prononcer. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas avoir des prisonniers et les mettre. D'abord, être privé de liberté
c'est d'abord difficile à digérer. Et au-delà de ça encore, s'il faut vivre dans de telles conditions, je crois quand même qu'il faut bien se poser la question de savoir dans quel état on est. On est prisonnier, certes, mais on a quand même des droits. Même étant derrière les barreaux, on a quand même besoin d'un minimum. Et on a droit à cela. Mais pourquoi se retrouver dans un tel espace aussi indécent? Des messages de nos téléspectateurs. Des messages. Notre président est un jusqu'au boutiste et c'est ça qui nous amène dans l'état où nous sommes actuellement. Magloire Tchebe qui envoie le message. Salut à vous en studio. Ce monsieur n'a pas un passé clair et c'est les conséquences de la polygamie. C'était par rapport justement au monsieur dont le corps est encore à la morgue depuis plusieurs mois. Bonjour le panel, ce pays est dirigé par un groupuscule de personnes qui ne font tout que pour eux et rien que pour eux. Et plus énervant, un certain ministre a le toupet à haute et intelligible voix de dire les jeunes ne veulent pas travailler et préfèrent fuir le pays. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement mystifie les passeports afin d'empêcher la population croissante de la diaspora, car la diaspora leur fait peur et sont incontournables. Parlons de passeports. Il faut dire aux Camerounais qui sont dans la course justement d'établissement d'un passeport. En y allant, les documents que vous devez avoir, quand vous arrivez, on ne vous demande pas de certifier de documents avant de revenir là-bas. Pourtant, on vous a fait savoir qu'on peut établir un passeport en 48 heures. Il y a des documents qu'on est supposé servir justement à la police, qui s'en occupe d'ailleurs. On ne vous demande pas de les certifier en venant là-bas. Quand on vient, on vous dit non, allez certifier. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala, en allant à Yaoundé, on vous demandera de retourner à Douala, faire certifier vos documents à Douala avant de revenir à Yaoundé. Nous vous avons dit ça ici. Que si vous êtes même avec votre appareil de téléphone ou dans d'autres cybercafés qu'on vous a recommandé, vous attendez qu'on vous dise que vos documents sont maintenant valides, apportez-les dans tel poste d'identification. Ils n'ont pas donné de délai. Pas du tout. Voilà, entre le jour où vous postez et le jour où vous serez appelé à donner, à authentifier. Et voilà le problème. Maintenant, quand vous avez authentifié les dossiers, il y a un autre délai où on vous appelle pour vous dire que voilà, votre dossier est jugé authentique. C'est à ce moment précis, quand votre dossier est jugé authentique, qu'on vous établit un passeport en 48 heures. Voilà. Mais l'autre durée peut faire un mois. Voire deux. Donc, encore que vous n'êtes toujours pas de carte d'identité aujourd'hui. Voilà, donc là, je voulais... Donnez même votre nom à la télévision. On peut chercher votre nom et venir donner ça ici. C'était ça même. Justement, les gens ont fait la pièce principale pour établir un passeport, c'est la carte nationale d'identité. Mais on bloque la carte nationale d'identité et on dit à nos compatriotes qui sont sans papier. Moi, je suis sans papier au Cameroun. Donc, je suis donc le sans papier dans mon pays. Un des messages. D'autres messages, Isabelle. Et puis on bonjour le plateau. La femme devrait comprendre que le mariage ne finit jamais, car un adage dit qui a mangé mangera. Le mieux sera de s'entendre avec son mari. Non, ce n'est pas pour les relations. Ça, c'est fini. Les relations intimes entre les deux, c'est fini parce que l'homme a fauté. Donc, la femme, maintenant, ils ont peut-être eu des enfants, ils ont eu un certain type de rapport. Ça, on ne peut pas casser. Parfait. Allez. On vous dira merci beaucoup Chala Membatou, merci Isabelle Carozopen, bon Ben Kanji, merci à Nadine Gonfo qui était à la réalisation, Cédric Chounan était avec nous au son et surtout l'infatigable Dallas Tiana était derrière les caméras. Madame, Messieurs, retrouvons-nous demain avec le même plaisir. N'oubliez pas la maxime qui nous accompagne, si vous ne faites pas la politique va vous faire et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 10 ans.